Bienvenue dans l'émission Roule avec Driver. Roule avec Driver, vous le savez, c'est on ride sur un artiste, un groupe, un mouvement, une ville, bref. Vous savez que la première c'était Bad Boy Entertainment, le label de Puff Daddy. Vous savez que la deuxième c'était une spéciale Long Beach, le quartier de Snoop Dogg, le quartier de Warren G, etc. Aujourd'hui, on va parler d'une personne, enfin d'un label qui produisait une personne qu'on entend de moins en moins, mais qui a été important à un moment. Le label s'appelle Murder Inc. L'artiste, je pense à Ja Rule parce que c'est lui qui a sorti la majorité des groupes sur ce label, des disques sur ce label. Hein. Il n'y a pas eu tant d'artistes que ça, qui ont sorti des disques là-bas parce que signé il y en a eu. Et pour ce, je ne suis pas seul, je suis avec Hubert. It's murder! Voilà. Ah, fallait que je sois là, Ja Rule c'est mon gars. Eh ben voilà, on va parler de lui, on va un peu le réhabiliter parce que je trouve qu'on l'oublie souvent. Exact. On va parler aussi de Irv Gotti qui est le producteur et celui surtout le boss de Murder Inc. Avec son frère. Et à la technique c'est Hugo. Le live jockey c'est Momo. Yeah, ça va? Tranquille et toi, t'as capté? Ouais, c'est le temps que ça monte. Les bras bien haut. Je danse la vie. Bref, aujourd'hui ça va être exclusivement sur Murder Inc. On va un peu réhabiliter tout ça, je dis, parce que finalement c'était important. C'est un label qui a marqué, mine de rien, le début 2000. Je vous donne juste un exemple. Les gens semblent oublier que quand Jay-Z sort Blueprint, il attaque Nas. Nas dans la foulée sort Stillmatic, où il répond à Jay-Z. Les deux se battent pour le titre de New York, du roi de New York. Pendant ce temps, il y a Pain is Love de Ja Rule qui explose tout dans les charts. Le roi du pétrole. Il vend plus que Jay-Z, il vend plus que Nas. Mais les gens étaient omnibulés par le beef, tout ça. Ils disaient que, il y a un mec à New York qui vend plus que tous ces mecs-là à ce moment-là. C'est Ja Rule. Donc, voilà. De retour, Roule avec Driver, spécial Murder Inc., le label de Irv Gotti, le label qui a signé Ja Rule. Donc, justement, on va parler un peu de la vision de ce mec que l'on appelle Irv Gotti, qui était d'abord DJ Irv. Et DJ Irv, c'est qui? C'était le DJ de Jay-Z à l'époque du premier album. Et ça, peu de gens le savent. Reasonable Doubt. Voilà. Et donc, tout ça, c'est pour bien préciser que ce mec-là, il baigne dans le hip-hop. Irv Gotti, c'est un mec de Hollis, Queens. Hollis, Queens, c'est cette partie du Queens qui a vu naître des groupes légendaires pour le rap américain, pour le rap mondial, tels que Run DMC ou LL Cool J. Donc tu vois déjà, quand tu viens de ce quartier-là, c'est un quartier où tu baignes dans le rap, voilà, depuis toujours. Et lui, en plus, il est là, il fait ses mouvements et il se retrouve à être DJ sur scène pendant les tournées de Jay-Z, tout simplement. Donc il se retrouve à voyager, à rencontrer énormément de gens dans le milieu. Et on est vraiment, Reasonable Doubt, ça sort en 95, il me semble, ouais. Non, Reasonable Doubt, c'est pas 97? Non, c'est 95. Biggie, il était mort pour Reasonable Doubt. C'est 95 ou 96, mais pas plus. 94 c'est Ready to Die. Non, je pense que Jay-Z c'est 95 et si c'est pas 95 c'est 96. Oh, okay. Mais tout ça pour dire que il y a des grosses ventes de disques. Le rap c'est énorme à ce moment-là et Irv Gotti il a un rêve, tu vois, il veut monter dans ce game, il veut monter son propre label et surtout il est beatmaker. Par exemple, un morceau comme Can I Live de Jay-Z dessus, qui est un des meilleurs morceaux de l'album d'ailleurs, c'est lui qui le fait, il est beatmaker, mais il voit plus grand que ça, il voit plus loin que ça. Il a sa vision, et puis il a ce rappeur sur le côté, s'appelle Ja Rule. Jeffrey. Mec du même quartier. J-A pour Jeffrey Atkins. Voilà, c'est tout simplement. Ça n'a rien à voir avec la religion. Non, rien à voir. Même si le jeu de mots va avec, parce que les Jamaïcains ont l'habitude de dire Ja Rule pour Dieu règne. Et mais lui c'est Jeffrey Atkins règne. Et bon après on connaît la mégalomanie des rappeurs et tout. Bon c'était une façon de dire c'était un peu un dieu vivant ou quoi, mais bon. En tout cas lui il est là sur le côté, il attend son tour et surtout Irv Gotti il sait qu'il fera quelque chose avec lui. Mais tous ces gens-là sont en groupe en fait. Un groupe qui s'appelait Cash Money Click. Faut savoir que New Jack City a fait l'effet d'une bombe là-bas. Et les Cash Money Brothers, la bande à Nino Brown. Voilà, ça a influencé énormément de gens. De New York jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Voilà, Cash Money. Et donc voilà, il y a ce groupe qui s'appelle Cash Money Click. Il a Mike Geronimo, qui est un mec qui a beaucoup de buzz à New York à ce moment-là, ça reste local, mais qui a énormément de buzz. Irv Gotti, il est autour de tous ces gens-là. Et surtout, il remarque un mec
qui lui vient d'un autre coin de New York, qui s'appelle Yonkers. Et ce mec, c'est DMX. Ouais. Il le remarque aussi, et il sait très bien que ce mec a quelque chose, et il se dit, non, moi, il faut que je travaille avec lui, il faut que je fasse des choses avec lui, mais on y reviendra après. Déjà, il est attiré par les mecs avec des voix assez agressives. Ouais. Déjà ça, mais surtout, c'est quelqu'un qui sent les choses et c'est quelqu'un, on le voit dans ses interviews, Irv Gotti, c'est quelqu'un de très passionné, très excité. Quand il a quelque chose, il va à fond. Après, que ce soit positif ou négatif, il y va à fond. Et tout. Mais bon. Il est DJ, et il commence à bosser sur Cash Money Click. Donc, ça bosse vraiment localement, on est vraiment dans un truc très new-yorkais. Et au bout d'un moment, il signe sur un label indépendant qui grossira un petit peu après, qui s'appelle TVT. TVT, quand je dis que ça grossira après, c'est TVT, c'est eux qui sortent les disques de Lil Jon. C'est-à-dire le moment où Lil Jon cartonne, c'est sur un label indépendant. Il fait des disques de platine sur un label indépendant, les gens se rendent pas compte. C'est fou. Hein. TVT. Derrière, Pitbull, Lil Jon ramène Pitbull, qui cartonne aussi sur ce label-là, TVT. Qui rappait au début, Pitbull. Hein. C'était. C'était vraiment sur du rap. Après, tout doucement, c'est parti électro. Mais voilà. TVT, c'est un gros label indépendant, mais c'est pas une major. Et ils signent Cash Money Click là-bas. Eux, le but, c'est d'avoir un deal et de sortir un album. Ça se passe très mal avec TVT. Et TVT les bloque. Ah. Donc ils sont là, ils se disent bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, on va pas arrêter la musique. Et je répète, Cash Money Click, il y a Ja Rule dedans. Donc ils se disent non. Irv Gotti il réfléchit, il dit le but, c'est de signer en major, de façon à ce que la major dans laquelle on signe rachète le contrat de TVT. Sinon on pourra pas s'en sortir. C'est un contrat de 5 ans. Ils sont bloqués 5 ans. Ah ouais. C'est une éternité. Hein. C'est une éternité. Donc ils se disent bon, ben on va commencer à faire le tour des majors. Et en fait, Irv Gotti réussit à avoir un rendez-vous chez Def Jam. Def Jam, c'est la référence ultime, déjà quand t'es un New-Yorkais, mais même carrément dans le rap américain. Donc ils se disent c'est bon, il y a ce Lyor Cohen qui est là-bas à ce moment-là, qui signe à tout va toutes les grosses tueries du rap américain. Et lui, il est OK pour recevoir Irv Gotti, parce qu'il a entendu parler de lui, notamment avec Jay-Z et tout. Et vas-y, ramène ton groupe. Ils se retrouvent là-bas, ils sont dans la salle d'attente, et ils attendent 45 minutes. Ja Rule est en train de devenir fou. J'imagine. Il regarde Irv Gotti, il dit mais c'est quoi ça et tout. Et puis Irv Gotti devient encore plus fou, et il dit si il me respecte pas assez pour me recevoir en temps et en heure, c'est qu'on n'a rien à faire ici, on va pas signer. Venez les mecs, on se barre. Et c'est Ja Rule qui tempère et dit non, attends un peu. Ja Rule, il regarde les murs, il voit les disques d'or de tous les mecs qui sont passés là, il se dit non, quand même, on est chez Def Jam. Non, s'ils nous ont donné le rendez-vous, c'est qu'ils veulent nous voir quand même. Je sais pas, peut-être qu'ils ont un empêchement, peut-être que le rendez-vous d'avant l'a duré plus longtemps. Viens, on attend. Irv Gotti dit non, ils nous respectent pas assez. Finalement, c'est Ja Rule qui arrive à calmer Irv Gotti et qui dit non. On attend. On reste un peu. Ok. Donc finalement, au bout d'une heure, la secrétaire de Lyor Cohen sort et dit ouais, Lyor est prêt à vous recevoir, mais on est désolé pour le retard et tout ça machin. Ja Rule dit non, y a pas de problème. Alors Gotti il est en train de dire, mais il se dit bon finalement on va rentrer dans le bureau, bon c'est bon. On est là, ouais. On y va. Donc ils sont là. Je sais pas si vous avez déjà entendu des interviews de Lyor Cohen, mais c'est un mec, un juif venu d'Israël directement, d'Israël aux États-Unis, qui est venu faire son truc et qui a baigné dans le hip-hop, qui est devenu l'assistant de Russell Simmons et tout doucement qui a grimpé chez Def Jam jusqu'à en devenir co-CEO, co-PDG en français. Et ce mec est très grand. D'accord. Et il a une voix très très grosse, très très forte, qui porte énormément. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui impressionne. Voilà, qui force le respect. Tu vois ce que je veux dire? Donc eux ils sont là, fraîchement sortis de leur rue, ils attendent que Lyor Cohen parle, et Lyor Cohen ne parle pas, il les regarde, et eux tout d'un coup, ils essaient de parler, et là Lyor Cohen dit, non mais je veux que le petit moi. Donc Ja Rule, parce que Ja Rule est petit. Voilà, il parlait de Ja Rule. Ouais. Et là tous les mecs se regardent, ils savent plus quoi dire. Il leur a coupé l'herbe sur le pied, ils se regardent tous, mais après Irv Gotti essaie de parler, non mais il faut que tu vois la vision, moi je t'amène pas que le groupe, je t'amène toute une vision, moi tu devrais même me prendre chez Def Jam en tant que directeur artistique, j'ai plein de gens derrière que j'aimerais signer chez toi et je te jure que tu vas faire de l'argent. Il lui répète, je veux que le petit moi. Non mais et Lyor Cohen il dit, à la rigueur toi aussi Irv Gotti, je te sens bien, mais c'est tout. Le reste non.
Et il se trouve que dans la salle, Cash Money Click, ils étaient 3. Il y en a un qui était pas là, qui est pas venu, mais il y en a un qui est là. Ouais. Et apparemment, Lyor Cohen, ces gens-là parlent comme si ce mec n'était pas là. Il le regarde pas. Vraiment pas respecté. Vraiment, voilà. Et le mec, il sait pas où se mettre. Ja Rule le regarde, ils savent pas quoi faire et tout. Et vraiment, Irv Gotti, il essaie de plaider la cause du groupe. Non, mais tu te rends pas compte, c'est énorme. Oh, il fait son taf. Voilà. Ouais. Et là, Lyor Cohen, il dit, écoute, t'as jusqu'à fin de la journée pour me donner ta réponse. Je te veux toi avec le petit. Déjà, il dit pas Ja Rule ou quoi, il dit le petit. Il dit, je te veux toi avec le petit et c'est tout. Maintenant, si vous voulez pas, tant pis, je prends personne. Si vous voulez, faut me dire ça avant la fin de la journée. Je quitte le bureau à 18h. Avant 18h, vous devez me donner votre réponse. C'est tout. T'as un ultimatum. Les mecs ont pris la pression. Ah bah, tu m'étonnes. Ils se disent, ok, on s'en va, on réfléchit, on donne notre réponse. Et apparemment, quand ils sortent dans la rue, donc à l'extérieur de Def Jam, ils marchent. Ils disent que pendant 5 minutes, et c'est long 5 minutes à ce moment-là, personne ne parle. Bah. Ils marchent dans la rue, ils sont totalement perdus. Je sais pas si vous imaginez, je pense qu'il y a des rappeurs qui nous écoutent aussi ce soir. Je sais pas si vous imaginez, vous vous retrouvez dans le plus gros label de rap du pays. Vous êtes excité parce que vous dites, si il aime bien ce qu'on fait, il va nous signer, notre vie va changer. Et finalement, le mec retourne tout en disant, je sépare votre groupe. Et c'est à prendre ou à laisser. Donc les mecs, pendant 5 minutes, ils sont muets. Ils marchent dans les rues de New York comme ça, ils savent pas où ils vont et tout. Et ce qui est beau, c'est que c'est l'autre membre du groupe qui était là, qui dit à Ja Rule, tu devrais y aller, mec. C'est ta chance. Vas-y et tout. Et lui dit, non, mais moi, c'est le groupe d'abord. Il dit, non, justement, on se réunira plus tard. Vas-y, de toute façon, t'as toujours eu un truc par rapport à nous. Si tu marches en solo, on fait l'album de groupe plus tard et puis on va tous s'en sortir et tout. Après, voilà, Ja Rule, il voulait pas. Au final, Irv Gotti et l'autre membre du groupe l'ont forcé la main et il s'est dit, ok, mais je vous oublierai pas, on fera l'album de groupe et tout. Donc c'est cool. Il retourne dans le bureau en disant à Lyor Cohen, c'est bon. Tu peux avoir Ja Rule seul, moi, en tant que directeur artistique, mais je te préviens, je vais monter mon label Murder Inc. et je vais pouvoir ramener mes gars et je vais pouvoir signer qui je veux chez Def Jam et ainsi de suite. Lyor, il dit, j'ai confiance en toi. Je sens quelque chose chez toi, je sens que tu vas m'amener des grandes choses. Mais moi, en attendant, je voulais que le petit. Donc c'est bon, tout le monde est content. Donc il appelle toujours pas Ja Rule. Il appelle toujours pas Ja Rule, tout le monde est content. Mais, qu'est-ce qui se passe-t-il? Le mec de TVT apprend que Ja Rule signe chez Def Jam et il dit quoi? Il dit, oh, pop, j'ai mon contrat avec lui, moi. Vous êtes malade ou quoi? Donc vous allez sortir un disque alors qu'il est sous contrat. Je bloque tout, vous faites rien du tout. Lyor Cohen devient fou avec sa grosse voix, il s'énerve sur Irv Gotti. Tu te fous de ma gueule, tu m'as jamais dit que vous avez signé ailleurs et tout. Il dit non, j'avais oublié, mais justement, vous êtes Def Jam, vous pouvez racheter le contrat et tout. Il dit j'en ai rien à foutre de ce contrat, on fait rien du tout. Tu t'es foutu de ma gueule, t'aurais dû me le dire avant. Et si tu me l'avais dit avant, je t'aurais pas signé. Et Irv Gotti il dit mais c'est pour ça que je l'ai pas dit, parce que tu nous as pas signé. Et il dit ouais mais comment on fait maintenant? Moi, je vous ai donné de l'argent et tout. Hein. Et c'est là que Irv Gotti a une idée de génie. Il dit, écoute, le temps qu'on règle cette histoire, mais promets-moi qu'on va régler cette histoire, je vais t'amener quelque chose, tu vas gagner énormément d'argent. Et parce que tu auras gagné énormément d'argent grâce à ce que je vais t'amener, tu vas sortir Ja Rule du contrat de TVT. Promets-le-moi. Il dit, ton truc, Lyor lui dit, ton truc, il a intérêt de faire minimum platine, donc 1 million de ventes. 1 million, ouais. Et là, je m'occupe du contrat de Ja Rule. Ok, il lui a ramené DMX. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait plus d'1 million, il a tout écrasé. Ben là, Lyor, il a dit, bon, appelle-moi le mec de TVT, je règle cette histoire, Ja Rule, c'est bon, à la maison. Et voilà. Ah ouais. Et c'est comme ça que DMX s'est retrouvé à sortir avant Ja Rule, alors que il n'était pas signé chez Murder Inc., il était signé chez Rough Riders, un label concurrent, même s'ils sont amis et tout. Et il disait partout dans les interviews quand Ja Rule a explosé, Irv Gotti disait partout, j'ai ramené DMX chez Def Jam pour pouvoir sortir Ja Rule. Ouais. Et à l'époque, personne comprenait. Ils ont beaucoup été comparés avec leurs grosses voix et tout. Mais en fait, voilà l'histoire derrière la signature de DMX. C'est Irv Gotti qui le ramène chez Def Jam. L'intelligence de Irv Gotti, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir, mais surtout le nez qu'il avait, sentir que DMX allait cartonner, c'était pas évident. Par exemple, Jay-Z, comme Irv est proche de Jay-Z,
comme c'était son DJ, il lui amène DMX, il dit, je signe ça chez Def Jam, ça va te cartonner et tout. Jay-Z, il écoute, il dit, mais c'est un dépressif. C'est du rap de dépressif, ça marchera jamais. Et puis il aboie tout le temps. Pourquoi il fait le chien, tout ça? Non. Jay-Z, tu vois, il a pas vu le truc du tout. Ouais. Ça a tout explosé. Lui, Irv Gotti, il avait senti. Et Jay-Z a quand même été directeur artistique chez Def Jam. Plus que ça, il était patron. Patron, ouais. Mais longtemps après, quand il avait compris le game et tout. Mais voilà, en tout cas, c'est pour donner les props quand même à Irv Gotti, qui sentait les choses et qu'il est sûr de lui. Il dit à Lyor Cohen, je te donne DMX, ça va tellement marcher que tu vas libérer Ja Rule. Et c'est ce qu'il a fait, il a libéré Ja Rule derrière. Donc là, on en arrive à ce premier album de Ja Rule qui s'appelle Veni Vidi Vici. Et avec le hit qui a retourné les États-Unis, qui s'appelait Hala Hala. Incroyable morceau, le beat est dingue. Ja Rule est super dessus. Superbe clip tourné à Miami, au Brésil aussi, il me semble, hein. Mais voilà. Je sais pas. Pas sûr, à revoir. Mais en tout Miami, cas, oui. Miami, c'est sûr. Ouais. À moins qu'ils aient tourné tout à Miami, qu'ils nous aient fait croire que c'était au Brésil à un moment. Mais il me semble qu'il y a marqué Brésil, en tout cas. Est-ce que c'était vraiment là-bas? Ça, c'est autre chose. En tout cas, voilà, ils explosent tout. Et voilà, il y a directement ce lien. Comme il sort après DMX, beaucoup de gens commencent à dire, Ja Rule, c'est une imitation de DMX ou machin. Mais ça marche. L'album prend, donc Def Jam est vraiment satisfait de Irv Gotti. Murder Inc, c'est bon, tapis rouge. Vous faites ce que vous voulez. T'es fort, tu l'as prouvé, vous faites ce que vous voulez. Donc il y a eu la compilation Murderer, le morceau qu'on a écouté juste avant. Mais voilà, en tout cas, la machine est lancée. Ils ont enfin leur premier disque d'or et disque de platine ensuite. Et donc tout est parti. Ce premier album, Veni Vidi Vici, a marché. Moi je trouve pas que cet album est merveilleux. C'est loin d'être son meilleur. Mais il était dans la mouvance de DMX et Rough Riders qui cartonnaient tout. Donc à un moment, il y a un genre qui marche. C'est bon, c'est parti. Pour la petite histoire, Jay-Z, qui trouvait que DMX était un dépressif. Mais en même temps, il a raison. Et qui trouvait que le son de Rough Rider, notamment de Swizz Beatz, était très bizarre. A un peu changé son jugement. Et qu'est-ce qu'il se dit sur son troisième album, qui sort chez Def Jam, donc où il a accès à Murder Inc. et Rough Riders en même temps, parce qu'ils sont tous ces labels sont signés chez Def Jam. Il dit à Irv Gotti que finalement, c'est pas si mal, Rough Riders. Donc j'aimerais bien que tu me mettes en contact avec Swizz Beatz et DMX. Et il invite Swizz Beatz et DMX à faire le morceau Money Cash Oz. Mais surtout, il fait un morceau qui s'appelle Can I Get It? Avec Jeffrey Atkins. Et il invite Ja Rule dessus. Donc, qu'une tuerie absolue, hein, Can I Get It Fuck You. C'est Irv Gotti, bien sûr, qui lui dit, ouais, tu devrais mettre mon gars dessus, tout ça. Et comme tout ça, c'est la mouvance Rough Rider, Murder Inc., que Jay-Z sent que, ouais, finalement, c'est ça le truc à la mode. Ouais, venez. Et la première fois qu'on voit Ja Rule sur un hit, c'est sur l'album de Jay-Z, c'est sur ce morceau Can I Get It avec Amil aussi. Et voilà, ça cartonne tout, c'est pour la bande originale de Rush Hour. Ouais. Donc ils explosent tout et bien sûr ensuite tout ça arrive derrière et tout le terrain est prêt, l'Amérique est prête pour Ja Rule. Ouais. Mais voilà, Jay-Z a changé son fusil d'épaule et s'est dit OK. Il a fait pour Cameron aussi, donc c'est un truc Rough Rider. Ouais, voilà, Jay-Z on peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Il retourne sa veste facilement. Non, ou alors il a l'intelligence de se dire voilà. J'ai eu tort. Ouais, voilà. On dit il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Voilà. Chacun et donc Jay-Z ne l'est pas. Chacun voit le truc comme il veut. En tout cas, voilà. Tout ça, c'était pour la petite histoire, pour dire que le son de Rough Rider dominait tellement que finalement, le premier album de Ja Rule, qui sonne un peu comme ça, même beaucoup, a marché aussi. Et c'est cool. Mais Ja Rule est dans l'ombre de DMX. Tout le monde dit, ouais, mais c'est une pâle copie, c'est une mauvaise imitation. Tout le monde préfère DMX. Surtout DMX avait sorti 2 albums là. Ouais, la même année. Dark et Blood of My Blood, Flesh of My Flesh. Ouais, voilà. Voilà. Et les 2 albums ont cartonné. Ouais. C'était le premier à faire 2 albums numéro 1 la même année. J'ai vraiment des records incroyables. Hein. Encore une fois, je dis Rough Rider super et tout, mais faut remercier Irv Gotti de l'avoir ramené chez Def Jam. C'est clair. Et donc ils sont en train de se dire, on va bosser sur le deuxième album de Ja Rule, mais il y a des choses à changer. Déjà, on a galéré à sortir un deuxième single à la hauteur de Hala Hala. Donc, il faudrait qu'on ait un gros tube, mais un deuxième gros tube, et un troisième gros tube. Donc, on va bosser dessus. Et surtout, tout le monde compare Ja Rule à DMX, donc il va falloir qu'on se détache de cette image de DMX. Et c'est là
que Irv Gotti a l'idée de faire intervenir le R&B. Quand je dis ça comme ça en 2017, on se dit qu'est-ce qu'il raconte Driver, le R&B, tout ça, parce que finalement aujourd'hui le R&B, si t'es pas Beyoncé ou à la rigueur Chris Brown, c'est compliqué. Ouais. Mais à l'époque le R&B c'est énorme. C'est pas toi qu'on va apprendre ça, Hubert. Ah non, là on est 99, donc début 2000. Là, il n'y a pas plus haut que le R&B. Voilà, donc Irv Gotti se dit il faut qu'on se mélange au R&B, on va rajouter de la mélodie et là on va être différent de DMX. Et c'est là qu'ils font le morceau Between Me and You avec Christina Milian. Mon amoureuse. Chère à ton cœur. Oh là là. Chère au cœur de Mathieu. Qu'est-ce qu'elle est belle dans ce clip. Ouais, j'avoue, c'était la première fois que je la voyais. Mais c'était la première fois qu'elle faisait un clip. Ouais, voilà. Ouais. Et je me suis dit, c'est qui elle? Bah oui. Ce qu'on appelle une bouclure, tout simplement. Ouais, voilà. Bon, Mathieu, mes respects. Oh, je lui en veux, je savais à quel point, mais bon, je le respecte aussi du coup. En tout cas, voilà, ils ont ce morceau-là, ils ont Pull It On Me dans l'album, qui est une version. Non, ouais, voilà, Vita fait un couplet, Vita avec un seul A, ouais. Vita des États-Unis, je le répète, même si gros bisous à Vita de France avec deux A, mais bon. On parle de l'américaine, mais en tout cas, voilà, il y a que Ja Rule featuring Vita. C'est très important ce que je dis là. Et ils ont un morceau qui s'appelle I Cry featuring Lil Mo. Oh, il est mortel ce morceau. Voilà. Mais voilà, ils ont ces trois morceaux-là comme ossature de l'album et sur le reste, il peut crier comme l'habitude de crier un peu à la DMX. Mais ça sera les trois singles qui comptent envoyer. Maintenant, j'ai une petite anecdote très importante. Et vous allez vous rendre compte à quel point ça a changé la destinée de ce label. Il y a une conférence qui s'appelle How Can I Be Down aux États-Unis, à Miami pour être précis, qui est une conférence sur la musique. Tous les gens de la musique, de l'industrie de la musique se retrouvent là-bas à un moment de l'année. Et le but, c'est que, comme ils disent là-bas, on va faire du networking. Le but, c'est que les gens se rencontrent et qu'ils travaillent ensemble. Vous échangez vos cartes, vous discutez, vous avez la même vision, vous travaillez ensemble. Et voilà, il y a des artistes pas signés qui peuvent croiser des gens qui ont des labels là-bas. Bref, tout le monde essaie d'avoir une accréditation. Tout le monde essaie d'être là-bas parce que tu vas, en tout cas, en ce qui concerne le hip-hop, parce qu'il y a ça dans plusieurs musiques. Mais en ce qui concerne le hip-hop, il y a forte chance que tu bosses derrière. Voilà, que tu rencontres des gens intéressants. Après, c'est toi et ta chance, toi et ton talent. Et tout. Donc voilà, c'est énormément de gens là-bas. Et Irv Gotti est là-bas avec Ja Rule et ils se disent bon, il faut qu'on passe au niveau supérieur sur le deuxième album. Donc il y a des gens qui ont joué le jeu avec Hala Hala, mais là on arrive avec de la cam R&B, ça va changer les choses, il y a moyen d'être plus large. Il y a une fille qui s'appelle Karim Stephens. Son surnom c'est Superhead. Je traduis littéralement Superhead. Ce que ça veut dire, c'est la superfellation. On l'appelle comme ça parce que, à ce qu'il paraît, elle fait des superfellations. Et c'est une fille qui n'a pas honte. Elle a sorti, elle a sorti 2 livres qui l'ont rendue millionnaire où elle racontait ses ébats avec toutes les stars de la musique, du cinéma, tout ça. Elle a eu beaucoup de relations. Elle a cassé beaucoup de coups. Il y a une meuf en France qui fait ça aussi. J'ai vu ça sur Ocam TV. Ouais, moi aussi, j'ai vu ça sur Ocam TV. J'ai été très étonné de voir ça. Parce qu'en France. Tu la connais pas, toi? Non, moi, je suis pas un mec comme ça. Je suis un mec très fidèle, tout ça. Bref. Cette fille. Ouais. Comme j'ai dit, elle avait pas peur de coucher avec des gens et tout. Donc, les gens l'ont surnommé Superhead, donc superfellation. Parce que tout le monde était très satisfait de son côté buccal au niveau sexuel. C'est bien, félicitations. Donc, Irv Gotti l'appelle, parce qu'elle a eu des relations avec Ja Rule ou d'autres membres de Murder Inc. Non, c'est comme ça, elle s'en cache pas. Elle en parle dans ses bouquins que j'ai lus. Voilà, on y vient. Bien sûr. Et il l'appelle, il lui dit, plutôt que de faire ça gratuitement, ça t'intéresse toi de te faire payer? Elle dit, écoute, en ce moment, j'ai des galères d'argent, donc ouais, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a, tu veux me payer? Mais pourtant, je t'ai fait ça gratuitement. Non, c'est pas pour moi. Regarde ce que je vais faire. Viens à Miami. Je te mets dans une chambre d'hôtel. Et il y a des personnes qui vont passer. 5, 6. Tu fais tes affaires, mais je veux qu'ils sortent satisfaits. Ouais, combien tu me donnes? Ouais, je te donne tant. Ok, pas de problème, je le fais.
Je suis en train de parler de prostitution là. Ouais. On est en train de parler de prostitution, c'est pas bien, c'est pas cool, tout ça. Mais je relate des faits. Depuis qu'on a fait une émission sur les pimps, c'est bon, on peut y aller. Je relate des faits. Mais on rappelle, oui, on cautionne absolument pas. Donc cette Superhead est dans une chambre et il y a des gens qui défilent et qui ressortent heureux. Ces gens sont des programmateurs radio aux États-Unis. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Et quand ils sortent, ils disent à Irv Gotti et Ja Rule, votre morceau là, Between Me and You, on va le matraquer. On va le matraquer. Putain. Il est magnifique votre morceau, ça tue, tout ça. Là, là. Ah merci, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça, les gens ne se rendent pas compte. Les gens n'étaient pas au courant. On se prenait le morceau, on disait ah, il est magnifique le morceau. Mais le morceau est matraqué aux États-Unis. Le matraquage médiatique, ça marche. Parce que ces programmateurs radio se sont fait sucer le gland. Voilà. On va le dire clairement. Voilà. Et là, c'est fou. Donc, ils se disent, c'est bon, on peut envoyer le single. Ils envoient Between Me and You. Raz-de-marée aux États-Unis. Ouais. Ils cassent la baraque. Ils savent pourquoi. Après, ils ont la bonne chanson aussi. Après, la chanson est quand même bien. Bien sûr, ils ont la bonne chanson. Ouais. Mais c'est pas genre, on va voir ce qu'on peut faire. Ils matraquent tout de suite d'entrée à la radio. Eux, ils rigolent et ils se disent, ouais, on a eu la bonne attitude et voilà. Donc, juste, on en parlera après sur un autre album de Ja Rule, mais il y a un clip, on parlera après de Mesmerize à mon avis, ce morceau, et qui commence avec, donc ça reprend le terme de Grise et ça commence par dire ouais Miss Fellatio ou un truc comme ça, donc je sais pas si c'est par rapport à cette fille ou pas, mais ah d'accord. Ça c'est déjà lointain là. Ils ont d'autres problèmes, on en parlera après. Mais voilà, en tout cas, Between Me and You fait un raz-de-marée et là ils se disent avec un super clip. Hein. Super clip. Et là, tu vois, ils vont le soleil. Ja Rule disait que lui, il s'inspirait beaucoup, même s'il était new-yorkais, il s'inspirait beaucoup du rap californien parce que eux, ils avaient ramené un autre truc. Ils avaient ramené finalement là où New York disait c'est dur d'être dans le ghetto. Les Californiens avaient ramené, ok, on est dans le ghetto. Il y a très peu de chances qu'on en sorte. Venons s'amuse. Voilà. Et c'est exactement ça. Et il s'est dit, je veux prendre ça en fait. Mélanger à ma sauce new-yorkaise, mais je veux prendre ça de la Californie. Et d'ailleurs, ils ont enregistré le deuxième album là. Il a enregistré en Californie, c'est pas pour rien. Non. Et il se dit, je veux mettre ce soleil dans ma musique et tout. Et voilà, Between Me and You, on sent ça quand on voit le clip encore plus. Ouais. Et donc ils se disent, voilà, il nous faut notre deuxième single. Et c'était donc Put It On Me. Mais là, ils se disent, c'est bien, mais pas assez. Et c'est là qu'ils rajoutent Lil Mo, qui vient chanter en plus de ce que fait Ja Rule. Et là, la chanson devient juste magnifique. Ouais. Elle passe à un autre niveau et ils arrachent tout. Ils arrachent vraiment tout avec. Et là, pour la première fois, contrairement au premier album, ils ont 2 singles de suite qui cartonnent et ça fait que l'album vend encore plus. Bon, déjà, même à l'intérieur, l'album est meilleur, de toute façon, que Veni Vidi Vici. Mais en plus, comme t'as dit, il y a 2 gros singles. Après, il y a le troisième single, je sais plus ce que c'est. C'est pas le quatrième, I Cry? Non, c'est le troisième. Bon, alors, en plus, ils ont enchaîné sur I Cry derrière, qui est une super chanson, où Ja Rule déverse ses émotions dedans. Et, avec Lil Mo encore. Voilà. Et comme t'as dit, ça sort de ce côté rap. On est dans un côté plus R&B et plus tendre, entre guillemets, ce qui différencie totalement de DMX. C'est clair. Et là, ça y est. Voilà. On parle plus de ouais c'est un faux DMX. Bon les plus méchants vont dire c'est DMX sur du R&B. Mais ça c'est à cause de sa voix, on pourra pas changer. Voilà, il a la voix qu'il a. Mais en tout cas ils ont réussi leur coup. Ouais. Ils l'ont réfléchi, ils l'ont pensé et ça a marché. L'album fait un carton total. Et là, Ja Rule, ça commence à devenir très très sérieux chez Def Jam. Au niveau des ventes, ils se disent on devrait peut-être mettre le paquet sur la suite parce que là vraiment ils vont mettre le paquet. On le voyait vraiment comme le petit chez Def Jam, on le voyait comme le petit de DMX et Jay-Z. Mais là, il se bat vraiment avec les mêmes chiffres. Ah ouais. Et là, les gens disent c'est plus un petit finalement. Voilà, on l'appelle plus le petit. Ouais, non. Voilà. Ouais. Et là, Def Jam, Lyor Cohen se dit bon. Je t'appelais par ton prénom. On va faire quelque chose, on va bien bosser le prochain. Déjà celui-là, plus que satisfaisant, là ça a marché, on va bien bosser sur le prochain. Donc là, comme on vous l'a dit juste avant, gros succès, ce deuxième album, qui s'appelle, je l'appelle 336. J'ai pas envie de prendre la tête à c'est par rapport, alors moi quand j'étais petit, quand j'ai découvert cet album, je pensais que c'était l'heure à laquelle il avait enregistré l'album. Mais pas du tout, c'est un psaume dans la Bible, donc ok. Ouais, c'est vrai que à ce moment-là, toutes les intros, en tout cas les 3 premiers albums de Ja Rule, les intros, c'est des prières. Voilà, c'est ça. Comme DMX. Exact. Donc du coup, les gens comparaient souvent encore, et voilà, il y avait d'autres points communs. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que ils ont réussi à faire 3 singles de suite qui ont marché. L'album a marché, donc Ja Rule au niveau des chiffres, là, ça devient de plus en plus sérieux.
Def Jam a décidé de mettre le paquet, mais il se passe quelque chose qui rend Ja Rule, qui le fait rentrer dans une autre sphère. C'est le morceau I'm Real de Jennifer Lopez, qui sort pour l'album de Jennifer Lopez d'abord. Il y a une version I'm Real avec Puff Daddy qui fait une voix dans le refrain, dans l'album. Ils cherchent le nouveau single, ils tournent le clip de cette version, mais ils se disent, il manque quelque chose. C'est pas un truc de fou. On va remixer le truc. Il y a Ja Rule et F Gotti qui arrachent tout avec cet album 336 là. On va les appeler. On va voir ce qu'ils peuvent faire. Bien sûr, F Gotti dit, je fais le remix, mais tu dois mettre Ja Rule dessus. Il dit à Jennifer Lopez, et vous allez faire un grand morceau. Et lui, ça rentre dans sa politique de R&B, en fait. Totalement. Il se dit là, on va faire un gros morceau R&B, et on sera plus du tout DMX, et voilà. Ils font le morceau. Vous le connaissez tous, le morceau arrache tout avec sur le fameux son passage. What's my motherfucking name? Voilà, moi j'ai cru que t'allais dire avec le fameux Poum Poum Short en peau de pêche de Jennifer Lopez. Non mais évidemment, rose. mais magnifique. Donc voilà. Mais voilà, le clip, tout est beau. C'est Jennifer Lopez, donc du coup ça rentre dans des sphères dans lesquelles Ja Rule n'était pas. Par exemple en France, ce morceau est matraqué et les gens découvrent vraiment Ja Rule. Between Me and You, c'était sympa, ça tournait un peu en France, mais avec I'm Real, il tourne pour de vrai. C'est clair. Il est en playlist partout, que ce soit à la radio, à la télé. Parce que il me semble que ça passait aussi sur Énergie, partout, I'm Real. Partout. Donc c'est pour dire que ça touchait toutes les populations. Voilà, donc c'était vraiment un bon move. Pour resituer le contexte, c'est sur le deuxième album de Jennifer Lopez, on en est là. Donc le premier a déjà cartonné avec If You Had My Love. Donc quand on contacte Irv Gotti pour remixer pour Jennifer Lopez, il sait que ça va être énorme, donc il fait déjà ses plans sur la comète. Je vais mettre Ja Rule, on va faire un morceau R&B. Tu vois ce que je veux dire? Il avait comme d'habitude tout calculé et ça marche, ça prend. Donc vous imaginez la joie de Def Jam qui se dit oh mon Dieu. Les deux premiers albums de Ja Rule ont marché. Le deuxième, plus que le premier. On s'apprête à mettre le paquet sur le troisième, mais avant même qu'on fasse le troisième, il y a ce hit de Jennifer Lopez. C'est du pain béni. Du pain béni. Donc eux, bien sûr, ils font le maximum pour pouvoir avoir le morceau de Jennifer Lopez sur le prochain album de Ja Rule. Et bien sûr, construire tout le reste autour aussi. Et là, bien sûr, ils sont totalement R&B. Le premier single qu'on va écouter tout à l'heure, c'est featuring Case qui est un chanteur de R&B signé chez Def Jam, donc il reste dans la maison et tout. L'album vraiment prend une tournure rap, hip-hop R&B. Les singles le sont totalement. Ja Rule chante de plus en plus, mais avec toujours avec cette voix rocailleuse. Il crie et tout ça. Il fait ressentir sa douleur. Et douleur est amour. Donc cet album s'appellera Pain is Love. Pain is Love, c'est un album qui est incroyable parce que tu parles justement de ce côté R&B, donc avec Living It Up et Always on Time. Bien sûr. Mais en finale, cet album est beaucoup plus fort que ces deux singles. Tu vois. L'album est long en plus, il y a 17 ou 19 titres, je sais plus. Mais l'album est très très long et en fait, tout au long de cet album, tu te rends compte que Ja Rule il est capable. Enfin, il y a tout ce qui est capable de faire Ja Rule dedans. Ce côté très rap, ce côté très torturé. Moi, le morceau, tout ça, c'est le dernier morceau d'ailleurs, Pain, où qui est une reprise de Tupac. Où ils prennent un couplet de Tupac et le voilà, mais là, tu vois, ce morceau, la manière dont il est fait, c'est-à-dire que c'est Ja Rule qui commence. Et en fait, la façon dont il rappe et la façon dont il change un tout petit peu sa voix, c'est-à-dire que lorsqu'il y a ce passage à Tupac, à un moment donné, tu captes pas qu'il y a eu ce passage. Tu crois que c'est toujours Ja Rule jusqu'au moment où tu te dis, mais attends, mais là en fait c'est Tupac là. Ouais, mais parce que Ja Rule, bon, est un grand fan de Tupac et surtout les gens, on disait beaucoup Ja Rule c'est un faux DMX, mais on disait aussi c'est un faux Tupac. Surtout quand il est arrivé dans le morceau de Jay-Z, Canagel, il arrive bandana, torse nu, tout le monde savait que c'était les habits préférés de Tupac, donc pas d'habits. Donc voilà, tout le monde. Donc il a eu ça, mais lui, par contre, contrairement à DMX, il a toujours accepté ça. Il était fier d'être comparé à Tupac, il était très content. Et donc le truc c'est que quand on entend justement cette voix They never took me alive, ça peut être Ja Rule, c'est Tupac, ça peut être Ja Rule, mais parce que sur ce morceau en vrai Ja Rule imite Tupac en vrai. Ah mais totalement. Voilà, et c'est pour ça qu'il fait la reprise. Mais il le fait bien. Ce morceau est très important dans l'album parce que il montre ce côté écorché vif de Ja Rule. Voilà, il montre qu'il peut l'avoir aussi et c'est important aussi pour contrebalancer avec les morceaux totalement R&B, totalement. Après, il y a d'autres morceaux très écorchés. Il y a le morceau qui est mon morceau préféré, c'est le morceau Never Again. Où justement il parle d'amour et qu'il a été
tellement eu mal que et il en veut plus jamais, tu vois. Et puis c'est là où à un moment donné il fait If my pain is love avec une voix incroyable. Et moi ce morceau il me touche, tu vois. Et sur tout cet album, c'est pour ça que c'est mon album préféré. Bon, encore une fois, en dehors des hits, cet album est très très fort. C'est parce que en fait, t'as l'impression qu'il s'est ouvert les veines sur cet album, tu vois, qu'il a donné tout ce qu'il a donné. Et en fait, au final, on en revient un petit peu à cette comparaison avec DMX, ce côté dépressif. Et ben, ce côté dépressif, il est totalement là. C'est pas ce qu'on ressent lorsqu'il y a les singles. Oui, bien sûr. Mais lorsqu'on écoute l'album, on ressent ce côté dépressif. Et en fait, on a une sorte d'empathie qui arrive. Et on commence à se dire, putain, mais Ja Rule, en fait, c'est un mec qui est comme moi. Parce qu'il souffre des mêmes choses que moi. Et donc, ça a rendu, en fait, Ja Rule accessible à tout le monde. Ah, c'est clair. De toute façon, comme dirait Tupac, tous les yeux étaient sur lui à ce moment-là, parce que il avait ce single, ce hit interplanétaire. Non, même avant, avec Jennifer Lopez. Ah ouais, avec déjà. Jennifer Lopez, oui, bien Donc sûr. voilà. Et lui, mais eux, ils ont su faire la musique qu'il fallait derrière. Et je le répète, comme je répète ce que je disais en début d'émission. Jay-Z et Nas sont en train de se battre à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Pendant que Ja Rule fait énormément de ventes, énormément d'argent. Qui sont censés être les deux plus gros, Jay-Z et Nas de New York. Et ils vendent largement plus que les deux. Et c'est fou. Et en tout cas, il a ramené un truc en plus par rapport à l'album 336. Les hits sont encore plus ravageurs. Moi, quand il commence avec Living It Up, là, je me dis, waouh, c'est une reprise de Stevie Wonder. Et tout. Il met Case dessus. Je me dis, waouh, mais surtout, il fait Always on Time avec Ashanti dont on va parler après. Tout à l'heure. Mais c'est donc la première fois qu'il y a Ashanti, mais ce single-là, moi j'ai eu la chance d'être à New York quand ce single est sorti. C'était pas à l'anniversaire de Tank. Non, là c'était à New York. Mais c'était incroyable. Ah ouais. Le morceau était joué partout, toutes les secondes. Ça veut dire, il passe à la radio, tu l'entends dans un magasin, tu sors, tu l'entends dans une voiture, mais pas au même moment. Donc c'est pas la même radio. Lui, il a mis le CD ou une autre radio. Tu vois ce que je veux dire? Et dans la rue, dans les magasins, en soirée, tout ça, le morceau était partout et tout le monde chantait les paroles par cœur. Du pain béni pour Ashanti. Ah bah, tu m'étonnes. Qui arrive finalement avec ce refrain. Et c'était la folie, vraiment la folie. Et je le disais la semaine dernière dans mon émission spéciale Long Beach, Def Jam, le single le plus vendu, c'était Warren G et Nate Dogg Regulate. Jusqu'à ce que Always on Time sorte. Qui est jusqu'à aujourd'hui, le single le plus vendu de Def Jam. C'est Ja Rule et Ashanti, Always on Time. Tu vois, bon, t'étais à New York, donc tu l'as vécu là-bas, et donc tu l'as beaucoup plus ressenti. Mais même en France, ça tournait sur toutes les radios. Hip-hop, ça tournait. Il y avait un remix avec All Quinry. Il y avait un remix avec All Quinry. Et mais ça tournait partout parce que tout le monde connaît cette chanson. Tu vois, si tu demandes de dire une chanson de Ja Rule, il y a de fortes chances que les gens te sortent Always on Time. C'est sa plus grosse chanson finalement. C'est sa plus grosse chanson. Voilà. Et moi, j'animais une soirée là dimanche. On l'a joué, c'était la folie. Ah mais elle est intemporelle. Comme si c'était une nouveauté. Elle est intemporelle. Et tout le monde connaît toutes les paroles. On a joué Dilemma de Nelly et Kelly Rowland, t'aurais kiffé. Oh là. Pourquoi j'étais pas là? Les filles chantaient I love you. Je disais merci. Alors, bref, je m'écarte du sujet. On fera une spéciale Nelly un autre jour. Oh bah, je serai là. Je sais que tu demandes que ça. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, les singles avaient une portée incroyable. Et quand même, se dire que sur cet album-là, il y a Living It Up, Always on Time, Downhouse Chick, Downhouse Beach, Downhouse Chick. Ouais, ça dépend de la version que tu prends. Voilà. Et I'm Real, bien sûr, avec Jennifer Lopez, plus Pain, So Much Pain avec Tupac. Qui conclut l'album merveilleusement. Juste là, les morceaux que je viens de vous dire là, c'est 4 gros hits. Ouais. Vous vous dites, on a déjà ça. Et les morceaux qui met entre tous ces singles-là, sont réussis. Ouais, je te parlais de Never Again. Voilà. Donc moi, je te rejoins. C'est mon album préféré de Ja Rule aussi. C'est son plus gros carton. Cet album il marchait sur l'eau à ce moment-là. Ah oui, mais c'était le roi du pétrole. Il y a eu des excès, tout ça. Je me rappelle, il y a des Music Awards à Monaco. C'était la folie. J'ai ça en DVD. C'était le roi du hip-hop. Il y avait pas folie. C'est-à-dire, aujourd'hui, limite, on en rigole, on lui donne pas ce qu'on devrait lui donner, mais il y a eu un moment, c'était lui qui marchait sur l'eau. Pour moi, il y a qu'un seul défaut, entre guillemets, dans cet album, c'est le morceau éponyme, Pain is Love, qui, je trouve, n'est pas aussi fort qu'il aurait dû être, avec un titre comme ça. Au final, c'est un morceau qui est up-tempo un petit peu, et il a un flow un peu saccadé quand il fait Pain is Love. Enfin, je trouve que ça reflète pas, l'album, et ça reflète pas l'atmosphère et ce qu'aurait dû être ce titre. Je suis d'accord avec toi, mais un jour, un grand philosophe de Gare Charcel
m'a parlé et m'a dit. Moi, j'ai pas toujours écouté, mais en tout cas, pour mon premier album, je l'ai écouté. Bah, t'as eu raison. Il m'a dit, si tu as un titre d'album, il ne faut pas qu'il y ait un morceau dans cet album-là qui s'appelle comme ça. Les gens vont attendre tellement de ce morceau. C'est clair. Il y a de grandes chances qu'ils soient déçus, même si ton morceau est bien. C'est vrai. C'était Kenzie du Secteur A. Grand patron. Grand philosophe de Gare Chercel. Donc voilà, c'est pour ça que sur mon premier album, Le Grand Chelem, il n'y a pas de morceau qui s'appelle Le Grand Chelem. Chose que j'ai faite finalement. Ouais, mais sur Swing sur le c'est pour ça, c'était très bien. Chose que j'ai faite sur le deuxième album, mais j'étais sûr de mon morceau. Bah, voilà. 100%. Mais là, du coup, Ja Rule, sur Pain is Love, j'ai été déçu. Hein. Voilà. Donc, ouais, c'est très important. Mais c'est un album extraordinaire. Non, c'est clair. Moi, avant de préparer l'émission, je l'ai réécouté. Oh, bah, je prends toujours autant de plaisir et vraiment. Donc, on va faire une pause. On va écouter. Juste une petite anecdote. Dis-moi. Une petite anecdote sur Pain is Love. J'avais scanné la pochette de Pain is Love. J'étais parti à Decathlon. Et j'avais imprimé la pochette sur un t-shirt. Je m'étais fait une impression avec la pochette de Pain is Love. Ouais, non, mais on a tous au moins un album. Ouais. Moi, c'était Ice-T, mais c'est plus vieux. C'est quand ils faisaient des films de boules, ça. Non, moi j'ai connu Ice-T rappeur, pas Inspector Tutuola. Moi je l'ai connu rappeur, OG Original Gangster, pour ceux qui se rappellent de cette pochette. Je marchais dans les rues avec un t-shirt Original Gangster. Voilà, j'étais très jeune. Roule avec Driver, spécial Murder Inc. Ce fameux label dirigé par Irv Gotti, où l'artiste principal était Ja Rule. Donc depuis tout à l'heure, on vous parle beaucoup de Ja Rule, mais c'est normal. Il a sorti énormément d'albums. Il a sorti la moitié des productions de Murder Inc. C'était ses albums. C'est clair. Donc voilà. Là, on va passer à un moment difficile pour lui. Donc pour ça, je suis obligé de revenir aux origines, au début, au départ, qu'on comprenne bien les choses. Ja Rule vient de Hollis, Queens, comme je l'ai dit au début. Hollis, Queens, c'est une partie du Queens, middle class, on va dire. Il y a des endroits un peu difficiles, il y a des vendeurs de drogue, ok, pas de problème, mais c'est pas l'endroit le plus ghetto du Queens. Et le coin le plus dur du Queens et le plus proche, quand je dis le plus dur, je dis pas spécialement le plus dur du Queens, il y a plusieurs endroits qui sont durs, mais l'endroit dur le plus proche de Hollis, Queens, c'est Jamaica, Queens. Donc c'est à côté. Il y a souvent des mecs de Jamaica Queens qui descendent à Hollis pour mettre à l'amende des dealers de Hollis, leur prendre leur drogue ou leur prendre leur argent et tout ça. Bon, ça crée des guerres. Certains arrivent à se défendre, d'autres pas. Vraiment, Jamaica Queens, c'est très très féroce par rapport à Hollis Queens. Donc voilà, pour bien planter le décor, tout ça c'est proche. Et dans tout le Queens, voire New York, il y a une équipe de vendeurs de drogue qui sévit et qui fait beaucoup d'argent, qui s'appelle The Supreme Team. Et le chef de tout ça, le mec s'appelle Supreme, ok? Pour que vous voyez un peu, New Jack City, avec les Cash Money Brothers, ils sont un peu inspirés de cette team-là, en fait. Je sais que quand on le voit dans le film qui rachètent, ils prennent tout un bâtiment, ils virent les gens, les locataires, tout dedans, ça. Apparemment, la rumeur dit que la Supreme Team avait vraiment fait ça et tout. Donc, c'est une grosse organisation, ils vendent beaucoup de drogue et voilà. Et bien sûr, comme tout bon dealer de drogue qui a de grandes ambitions, il veut blanchir son argent. Donc la rumeur dit que ce Supreme aurait mis de financer Murder Inc. pour blanchir de l'argent. Alors Gotti, bien sûr, dément en disant que non, Murder Inc., c'est un label qui s'est fait grâce à l'argent de Def Jam, l'argent que Lyor Cohen m'a donné lorsque moi j'ai travaillé en tant que directeur artistique. Et surtout, quand j'ai mis mon label là-bas, il nous a donné une avance. On a pu faire ce qu'on avait à faire. Donc voilà. Mais dans la rue, il se dit que non, il aurait mis de l'argent. Après, plus tard, la rumeur, c'était pas spécialement pour le label, mais c'était sur un film qui a été produit par la Supreme Team et sur lequel Irv Gotti travaillait. Mais bon, bref. On va y revenir après. Ce que je viens de dire là, c'est très important pour l'histoire du label. Ça avance comme ça et il y a un jeune de Jamaica Queens qui rappe un peu, mais qui a pas spécialement d'ouverture, mais qui se dit j'ai besoin de faire de l'argent. J'ai plus de famille, ma mère est morte. Sa mère était dans des trafics de drogue aussi. Elle est morte, assassinée à ce qui paraît. Et il se dit, il faut que je gagne de l'argent, donc moi aussi je vais me mettre à vendre de la drogue et je vais travailler pour cette Supreme Team parce que c'est eux qui contrôlent New York au niveau de la drogue. Ce mec, c'est Curtis Jackson, a.k.a. 50 Cent. Voilà.
Apparemment, ça se passe mal. Au fond de lui, il pense même que c'est Supreme qui a fait assassiner sa mère. Mais bon, il n'en aura jamais de preuves, mais comme on dit souvent, c'est les dires de la rue, et parfois les dires de la rue sont vrais. On sait pas, en tout cas, il s'entend pas super bien avec la Supreme Team, et surtout, à un moment donné, quand il s'est bien embrouillé avec eux, et qu'il se met vraiment dans le rap, à un moment donné, dans un morceau, il dit quelque chose sur ce Supreme par rapport à ses trafics de drogue, et la Supreme Team dit que c'est une façon de balancer, de snitch comme ils disent. 50 Cent aurait balancé sur un morceau de mixtape, tout ça. Il aurait balancé toutes les magouilles illégales de Supreme. La Supreme. Ah. Donc Supreme le prend mal. Tu m'étonnes. Et il dit, c'est une balance, faut l'éliminer. Entre-temps, il est chez Jam Master Jay, 50 Cent. À un moment, il trouve un deal chez Jam Master Jay, il signe chez Jam Master Jay, qui est l'illustre DJ de Run DMC, le grand groupe de Run DMC, qui vient d'Hollis Queens aussi, comme je dis, Hollis Queens, Jamaica Queens, c'est très proche. Hein. Et il faut savoir que lui, il a signé Onyx, qui cartonne. Il avait signé Black Child, qui finira chez Murder Inc., qui est son rappeur vedette à ce moment-là. Et 50 Cent rejoint le roster, mais il regarde vraiment Black Child comme un modèle, parce que c'est du gangsta rap à la new-yorkaise, et c'est ce que 50 Cent veut faire. Alors les rumeurs d'après le côté Murder Inc. disent que 50 était jaloux de Black Child, de toute l'attention et tout. Donc finalement il s'embrouille aussi, et bon, et des histoires, et il s'en va faire son truc de son côté, jusqu'à ce qu'on lui tire dessus. Alors je sais pas combien de fois, parce que c'était 9 fois, non? Parce que ça change tout le temps. Il y a une ex de 50 qui dit, il s'est fait tirer dessus que 5 fois. Mais comme 5 fois, elle disait, mais comme Tupac s'était fait tirer 5 fois dessus dans l'ascenseur, il pensait qu'on allait le comparer à Tupac, donc il a dit, je rajoute des balles. C'est les dires de ça, on est plus c'est les dires de l'ex. Après, on sait quand un couple se sépare, hein, des fois, on attaque. Ouais, en tout cas, lui, officiellement, il a dit 8 ou 9 fois, je sais plus, bref. Et donc, le mec qui a tiré sur 50 Cent serait quelqu'un qui travaille pour Supreme, donc un envoyé, en disant c'est bon, on l'a eu. En tout cas, 9 fois, il a pas réussi à le tuer, voilà, c'est un mauvais tireur. Donc la rumeur dit que le mec qui a tiré sur 50 Cent est mort aujourd'hui. 50 Cent s'en vantait lors d'une interview, alors qu'il était devenu célèbre. Il s'en vantait comme si c'était lui et son équipe, en fait, qui avaient réglé le mec. Mais encore une fois, les bruits de couloir dans les rues de New York, et Driver traîne toujours dans les couloirs, disent que ou dans les anniversaires. c'est la Supreme Team, en fait, qui a éliminé ce mec-là en disant, mais t'as mal fait ton boulot! Allez, meurs! Voilà. Donc, bref, en tout cas, 50 Cent est vivant. Oui. Et Supreme, énervé, dit, ce mec-là, 50 Cent là, celui à New York qui travaille avec lui aura affaire à moi. Et comme je le dis, c'est eux qui contrôlent la drogue. Pour contrôler la drogue, tu dois pas être un tendre. Donc ils ont plein de gangsters et tout ça. À New York, les gens ont peur de cette équipe. Donc ils se disent, oula. Donc tout le monde fuit. Et il avait un deal chez Columbia. Il a sorti un album là-bas qui a pas marché. Après, c'était avec Trackmasters. Trackmasters se sont écartés de lui. Plus personne ne voulait travailler avec lui. Mais il était grillé. Il est retourné vendre de la drogue. Mais il aimait tellement le rap, 50 Cent, qui s'est dit, je vais sortir des mixtapes. J'ai plus que ça à faire. Et il a arrosé New York comme ça. Et finalement, ces mixtapes sont arrivés jusqu'à Eminem, qui n'est pas de New York. Non. Dr. Dre, qui n'est pas de New York. Et c'est là qu'ils l'ont signé, et on connaît la carrière de 50 Cent. On sait ce qui s'est passé derrière. On fera une spéciale G-Unit 50 Cent un autre jour pour vous raconter la suite, tout ça. Mais en tout cas, voilà comment il a pu finalement connaître le succès, parce que s'il restait cantonné au label new-yorkais, il aurait jamais pu signer, parce que ce Supreme a vraiment mis son veto sur New York, et les gens l'écoutaient, les gens avaient peur. Donc voilà, on plante ce décor. Donc à partir de ce moment-là, 50 Cent, lui, il se dit, moi, je suis en guerre contre eux maintenant. Je vais avoir un haut-parleur. Eminem et Dr. Dre, c'est ce qui se fait de mieux dans le rap américain, même mondial. Ils sont là, ils vendent des millions et des millions, des valises de disques. Donc, on va m'écouter. Maintenant, je vais vraiment faire la guerre à Ja Rule. Et du coup, c'est là que les médias américains ont commencé à s'intéresser à ce bif. Et on se rend compte, en cherchant plus loin, que déjà dans New York, on était au courant de ce bif. Parce qu'il avait déjà sorti un morceau qui s'appelait The Life on the Line, 50 Cent,
on voit le clip où 50 Cent est beaucoup plus gros, il s'est pas fait tirer dessus encore, il a une autre diction, et voilà, il était déjà en guerre avec eux. Et Ja Rule racontera que ça a commencé juste parce qu'un jour, il allait tourner un clip. Ja Rule allait tourner un clip à Jamaica Queens. Ok. Donc le quartier de 50. Quartier de 50. 50 est venu pour dire bonjour. Et en vérité, il voulait se faire signer par ces mecs-là. Il voulait faire démarrer sa carrière. Et 50 dit que ouais, ils l'ont pas respecté, ils l'ont pas serré la main en le regardant dans les yeux, ils l'ont pris pour une merde. À partir de ce moment-là, il a fait la guerre. Ça, c'est la version Murder Inc. En vérité, du côté de 50, c'est beaucoup plus profond. Il y a des soupçons avec sa mère, par rapport au meurtre de sa mère. Il y a les embrouilles aussi quand elle a vendu de la drogue avec la Supreme Team. Il s'est embrouillé avec eux. Et tout ça, ça nous amène à un jour. Donc, Ja Rule est une star. 50 commence à faire son trou et il contrôle le game des mixtapes à New York. Et il croise Ja Rule dans la rue de New York. 50 est avec des gens ce jour-là. Et il y a un des gens de 50 qui arrache la chaîne avec la guitare là, de Ja Rule. Il faut savoir c'est l'insulte suprême. Voilà, aux États-Unis, c'est l'insulte suprême. Si on t'arrache ta chaîne, t'es un bouffon, t'es une merde, t'es trucs. Moi, j'ai parlé avec des Américains, j'ai dit, mais attendez, même un gamin de 5 ans, il vient, il court, il m'arrache la chaîne, il s'en va. Vous allez me dire que je suis un bouffon pour ça? Je dis, mais arracher une chaîne, c'est facile. Je dis, nous, en France, un tête-à-tête. Ouais. Les mecs se battent, on voit qui a gagné. Et voilà, il y en a un qui part avec le respect et l'autre, suivant comment il s'est défendu, on lui donne un peu de respect ou pas du tout. Mais pas arracher une chaîne, c'est rien. Ils disent, non, ici, on t'arrache ta chaîne, c'est la merde, c'est fini. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et lui, Ja Rule, ce jour-là, il en a voulu à 50 Cent. Il dit, c'est 50 Cent qui a commandité ça. Et 50 disait, non. Moi, j'étais juste avec des amis, un mec qui a voulu arracher sa chaîne. Moi, j'étais là, j'étais dans le coin, et alors, voilà. De toute façon, je l'emmerde, et voilà, et tout, machin. C'est une réponse à la 50, de toute façon. Sauf que, quand 50 balance son premier clip sous Aftermath, Shady Aftermath, Wangsta, à la fin du clip, il a la chaîne de Ja Rule, et il la jette dans une poubelle, ou c'est son fils qui la jette dans une poubelle. Donc, tu comprends quand même qu'il a quelque chose à voir et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus profond qu'on ne le croit. Ouais. Et quand on regarde des anciennes interviews, on demande à Ja Rule, et qu'est-ce qui se passe avec 50 Cent? 50 Cent n'est pas encore connu. Et il dit, qui? Il dit 50 Cent. Il répète, qui? 50 Cent. Je connais pas ce mec-là. C'est la réponse. Il voulait pas lui donner de crédit ou quoi que ce soit. Voilà, et tout ça, mais surtout, il est loin d'imaginer que ce mec va monter, en fait. Ouais. Et surtout, il sait que Supreme, qui est de leur côté, a mis son veto à New York. À aucun moment, ils se disent que 50 va signer en dehors de New York. Ouais. Sauf que c'est ce qui arrive. Et puis pas avec n'importe qui, du coup. Voilà, avec les plus gros. Donc, à ce moment-là, 50, donc, et avec Shady Aftermath, il fait son premier album. Déjà, il fait Wangsta pour la bande originale du film 8 Mile, qui est une attaque à Ja Rule, clairement. Oui. Wangsta, c'est un faux gangster. Dans le clip, on voit la chaîne de Ja Rule, on comprend qu'il parle de lui. Et puis la BO d'8 Mile, c'est une BO qui s'est bien vendue. C'est vendu. C'est pour ça, 50 s'est dit, maintenant que j'ai les supports qu'il faut, vous allez m'entendre, et ça va pas être la même chose. Et il sort son premier album chez Shady Aftermath, qui est Get Rich or Die Trying, où il y a énormément d'attaques sur Ja Rule dedans. Je pense à un morceau comme Back Down qui est dingue. Il y a I smell pussy, is that you Ja? I smell pussy, is that you Earth? Où il insulte tout Murdering dedans. Voilà. L'album vend 8 millions. C'est un des trucs les plus vendus. Et faut imaginer, vous êtes dans l'album le plus vendu du moment aux États-Unis, mais en tant que personne insultée. C'est-à-dire qu'il sort de son album, lui, le plus vendu avec Pain Is Love. Et je crois que c'est juste l'année d'après, en plus. Ouais, il arrive. Il y a Get Rich or Die Trying qui vend encore plus que ton album. Et dedans il t'insulte comme jamais. Bien comme il faut. Ouais. Et pour la petite histoire, quand Wangsta s'est sorti, donc avant l'album, mais pour la bande originale de 8 Miles, on demandait à Irv Gotti, qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Il dit, c'était de la merde, ça, pour moi, je m'en foutais. Il dit, moi, le moment où Ja Rule et moi, on s'est dit, là, on a un problème, c'est on était en boîte de nuit. Et là, le DJ, il a dit, je vais vous jouer une nouveauté. Et il a joué In The Club. Il dit, In The Club, il nous insulte pas dedans. Mais moi, en tant que producteur, j'ai entendu que ça, là, c'était un hit. Un tube interplanétaire qu'ils allaient tout casser. Et j'ai dit à Ja Rule, là, on a un problème. Parce que ce mec va devenir une star maintenant. Et il va nous insulter en tant que star. Et là, c'est différent. Voilà. Donc, ils sont en train de se demander ce qu'il faut faire. Eux décident de pas calculer. Ils sont en train de bosser sur l'album Last Temptation.
Sauf que 50 Cent, et on le voit aujourd'hui, c'est entre guillemets une tête de con. Quand il est sur ton dos. Ah, c'est foutu. Ouais. Donc tout le temps, il est sur eux. Tu peux faire le mec qui calcule pas. À un moment donné, le mec vend 10 millions d'albums, je sais pas quoi. Et surtout, in the club, tu l'entends partout. Tu peux pas rester comme ça. Mais eux, ils décident, c'est pas grave. On fait Last Temptation. Nous, on est des hitmakers. Notre truc, c'est de faire des hits. Donc ils arrivent avec ce premier single avec Bobby Brown, Thug Lovin'. Affreux. Ils arrivent avec moi le clip me faisait rire en fait. Affreux. On voit un Bobby Brown totalement excité sous crack. C'est super gênant ce clip. Il saute partout. Et puis il y a cette petite chansonnette Mesmerize qui est pas mal. Avec Ashanti qui en vrai est une belle chanson à la Ja Rule, ces petites chansons d'amour comme il fait avec Ashanti, c'était un peu la suite de Always on Time. Et en plus je parlais tout à l'heure du clip où ils reprennent la scène de fin de Grease. Ouais, ils sont en fait, tu vois. Et une fête foraine. Ouais, et puis ils sont habillés pareil que Olivia Newton-John et John Travolta. Et moi j'ai adoré ce clip là, tu vois, cette espèce de Grease version un peu plus hip-hop, tu vois. Ouais, et c'était une super bonne idée. Sauf que non, c'était une très mauvaise idée. Finalement, ouais. Parce que tu peux pas, t'es en guerre. Ouais. T'as 50 Cent sur le dos, t'as le G-Unit sur le dos, et t'as même tout doucement Shady Aftermath sur le dos. Parce que même Eminem rentre dans le bif. Ouais. Busta Rhymes rentre dans le bif. Non mais déjà, faut pas être en bif avec Eminem. Déjà, c'est mauvais. C'est compliqué. Ouais, mais voilà, t'as tous ces gens-là sur le dos, et toi, tu sors Mesmerize. Et le problème, c'est que là, les gens, ils en ont marre de lui. Ils disent, c'est bon avec ses chansons d'amour. Il a voulu être dans la continuité de Pain Is Love. Ouais, mais sauf que 50 il a changé le game. Ouais. Il est venu gangsta. C'est et ça. Il marche. Ouais. Et 50, qui fait ce concert mythique qui a lieu dans le stade des Yankees ou des Giants de New York, je ne sais plus, qui a lieu chaque été là, le Summer Jam, voilà, je cherchais le mot, qui est un lieu où les gens règlent leur compte. Jay-Z a joué pour la première fois Takeover contre Nas et contre Prodigy, Rest in Peace. C'est là où Nas avait fait ce pantin de Jay-Z pendu en arrière-plan là. Il me semble possible, mais en tout cas cette année-là, Jay-Z avait fait son truc avec écran géant, on voit Prodigy en ballerine, il attaque Nas, tout ça. Donc c'est vraiment un lieu où les gens à New York se disaient bon, si j'ai un bif, je suis programmé là-bas, je vais là-bas. Et 50 Cent avait fait donc son concert au Summer Jam, alors c'est au moment où les big Get Used to Swing et tout ça, et il met sur le grand écran un extrait de Mesmerize, et à ce moment-là Ja Rule dit à Ashanti, parce que c'est une chanson d'amour, pour toi je suis prêt à abandonner la rue, et il met ce passage en boucle, et il dit moi je vous abandonnerai pas, moi je suis pas comme ce bouffon. Et là c'est parti, Back Down et tout ça, Smell Pussy et tout, laisse tomber tout New York, et avec 250 G-Unit là c'est la fin. Et l'album Last Temptation, qui est beaucoup moins bien que Pain Is Love, ben, c'est sûr, ne marche pas, ou très peu. Après il marche pas à la Ja Rule, hein, il est disque d'or. Et je me rappelle d'une interview de Irv Gotti qui disait ouais, j'ai appelé Lyor Cohen, je dis appuie sur le bouton, et Lyor Cohen il faisait semblant de pas comprendre, il disait quel bouton, il dit tu sais très bien quel bouton, le bouton pour nous mettre platine, pourquoi t'appuies pas dessus et tout. Et Lyor Cohen il disait rien, mais en vérité il avait juste pas la bonne cam, le game avait changé. C'est-à-dire que en plus surtout passer et je sais pas combien de fois Platinum a été Pain Is Love, mais à passer à Or, c'est une chute incroyable. Au final ils ont fait platine tout doucement, mais c'est une chute quand même. Ouais, c'est une chute incroyable. Derrière Pain Is Love, tu vends pas 1 million, tu dois. Puis l'album n'est pas aussi bon qu'il aurait dû être. C'est pas un mauvais album, Last Temptation, mais quand tu sors de Pain Is Love, après c'est dur de sortir de Pain Is Love. C'est dur, mais en parallèle, 50 Cent fait un album légendaire, classique, et dedans il t'insulte. Tu dois venir avec de la grande musique, et eux à ce moment-là ils sortent Mesmerize. C'était fini. C'était fini. Et là, ils sont vraiment dans la merde. Ok. Donc c'est pas grave. Ils se disent bon, il va falloir qu'on bosse dur. Qu'est-ce qu'on fait? On lui répond pas. Ils se disent bon, on va commencer à répondre. Il répond par mixtape. Je dis il y a un morceau de 50 Cent, Eminem et Busta Rhymes sur l'instru de Tupac Hail Mary sur mixtape qui attaque Ja Rule. Ja Rule décide de répondre. Et bon, c'était moins bien que les autres, mais il avait des petites faces pas mal. Eminem, il l'appelait Feminem. C'était marrant. Mais voilà, il a pas la puissance de Shady Aftermath, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. À ce moment-là, tu dis Busta Rhymes vient de les rejoindre, il y a 50 qui est avec Eminem, c'est compliqué pour
c'est complètement compliqué. Non, mais ils ont pas le niveau. 50 associé à Eminem, ils ont pas le niveau. C'est trop dur. C'est fini. Mais à vrai dire, dans le rap, au final, personne n'aurait eu le niveau pour répondre. Non, moi je dis, tu peux répondre, mais va falloir juste arrêter les chansons d'amour. Tu peux pas avoir une chanson d'amour à la radio en même temps. Donc c'est compliqué, il perd sa crédibilité, à chaque fois il perd sa crédibilité, et là, il y a un autre problème qui vient sur eux, c'est que cette histoire de balance là, oui, 50 qui aurait balancé Supreme sur un morceau et tout, finalement ça arrive aux yeux des fédéraux, et aux oreilles des fédéraux, et ils décident de mener une enquête. Ouais, d'où vient l'argent de Murder Inc. à la base et tout, et eux, ils en ont conclu que l'argent venait de là, ils les ont jugés avant même d'être jugés en vrai, et on voit ces images qui sont trouvables sur le net où ils se font virer des locaux de Def Jam, Murder Inc. se fait virer des locaux de Def Jam, donc eux, leur avocat leur dit le procès va avoir lieu plus tard. C'est pas bon de s'appeler Murder. Ah ouais. Donc ils changent de nom, ils s'appellent de INC. Inc, ouais. Voilà. C'est bien Inc après, ouais. Voilà, aujourd'hui. Enfin, INC, ouais. Voilà, aujourd'hui, il dit qu'il a Irv Gotti dit qu'il a détesté ce nom et qu'il aurait même pas dû changer de nom, il regrette. Mais bon, il a écouté ses avocats, normalement, et tout. Et bref, tout ça au final, le procès a lieu beaucoup plus tard, délibéré beaucoup plus tard, et finalement, ils sont même pas coupables, en fait. On leur a fait tout ça pour rien, mais Irv Gotti, il dit, ce qu'on a payé en frais d'avocat, c'est énorme, et ça a coulé la boîte, en vrai. C'était compliqué, on pouvait plus vraiment faire ce qu'on voulait. De retour, roule avec Driver, spécial Murder Inc. Et là, on était dans une période cruciale. Ça commence à se compliquer pour Murder Inc. Ils ont des problèmes avec 50 Cent qui est un acharné. Il est là, il les clash, il s'arrête pas. De l'autre côté, ils ont des problèmes avec la justice. Ils viennent de se faire virer des locaux de Def Jam. Bon, c'est quand même des mecs de rue, même si Hollis, c'est pas Jamaica Queens. Donc il y a la dignité, il y a la fierté, on peut pas rester comme ça. Donc, Ja Rule, il dit à Irv Gotti, non, là, on va répondre. Là, on va sortir un projet. Pas de tube, pas de R&B. Non. On fait un projet sombre. Et le projet s'appelle Blood in My Eye, le sang dans mon œil. Avec une super pochette dessinée comme un cartoon, là, c'est très bien. C'est-à-dire même Ja Rule, on le voit pas. Et le premier visuel, le premier single, qui est quand même un banger. C'est un banger. Voilà. C'est un banger de C'est fou. Clap Back, produit par Scott Storch, qui est le mec, le producteur du moment. Et on voit tout de suite dans l'imagerie du clip, ils sont habillés tout en noir, ils ont un délire un peu Black Panther, tout ça. On voit tout de suite que c'est plus la fête, ils ont besoin de régler des comptes et tout ça. Et voilà. Il y a un rapprochement qui s'est créé, et c'est là où on voit aussi l'intelligence de Irv Gotti, mais c'est aussi surtout tout ce qu'il y a derrière le rap, c'est-à-dire toute la partie gangster. Il y a un rapprochement entre 3 labels à ce moment-là qui se fait. Rap-A-Lot, qui est géré par Jay Prince, le label mythique de Houston, pour Scarface, Ghetto Boys, tout ça. Mais Jay Prince qui est respecté par tout le game comme quelqu'un de gangsta. Personne ne blague avec lui. Voilà. Death Row, Suge Knight, qui est le personne ne blague avec lui. Voilà, même genre de personnage que Jay Prince. Et Murder Inc. Et là, le personnage qui ne blague pas, c'est Supreme, qui est en tôle pour ce trafic de drogue, mais qui même de la tôle gère un peu ce truc et qui s'entend bien avec Suge, qui s'entend bien avec Jay Prince. Donc ils font cette alliance de 3 labels. Et c'est pas innocent. Irv Gotti, il se dit qu'il faut qu'on saute sur cette occasion parce que on a Shady Aftermath sur le dos et G-Unit. Et que Suge Knight de Death Row, c'est ce mec qui menace Dr. Dre tout le temps. Qui a même menacé Eminem. Et eux, ils répondent jamais parce qu'ils en ont peur. Donc ils se disent bien que c'est bien d'être avec ces gens-là parce que voilà, ça va régler beaucoup d'histoires. Bizarrement, Dre s'est jamais mêlé vraiment de ce bif-là, mais Eminem, il a reculé. Il était plus dans ce bif-là, il parlait plus du tout de ça. Ja Rule même annoncera plus tard ils se sont croisés à un aéroport et tout. Et Ja Rule, il va voir Eminem, alors qu'est-ce qui se passe? Et Eminem, il lui a dit non, tu sais, moi j'avais rien contre toi, on était tous ensemble, j'ai fait le truc, mais tu sais, moi ma fille, elle adore tes chansons, donc en vérité, moi, à cause d'elle, je t'écoutais, et il y avait des trucs bien et tout, moi j'ai rien contre toi, c'est juste que les autres, ils sont montés sur toi, bon, je suis monté sur toi aussi, et voilà, bon, finalement, ils se sont serrés la main et tout, mais il a reculé, Eminem, clairement. Il a bégayé sur l'histoire, voilà, il a eu peur. Parce que Dre lui a dit, hey, Death Row là, rentre pas là-dedans. C'est pas des rigolos. Voilà, laisse tomber. Mais 50, lui, c'est beaucoup plus personnel. Donc lui, il continue. Mais donc sur ce projet Blood in My Eye,
il y a des morceaux qui sont clairement contre 50 Cent, mais il y a Fatal Hussein du groupe Outlaw, Rest in Peace, qui à ce moment-là s'est rapproché de Rap-A-Lot. Avec Outlaws, ils avaient un deal qui a jamais rien donné chez Death Row aussi. Donc il est bien avec ces deux labels-là. Et du coup, eux, ils décident de le mettre sur 2-3 morceaux sur le projet de Ja Rule. Parce que c'est Outlaws, donc c'est le tampon Tupac. Ouais, c'est ça. Et Tupac, que ce soit Ja Rule ou 50 Cent, les deux, ils sont fans de Tupac. Donc voilà, ils auront du mal à attaquer ce monsieur qui est... Mais qui représente en fait ce qui reste de Tupac, voilà. C'est ça. Maintenant, bon, 50, il s'en fout. Il dira jamais rien contre Fatal Hussein, mais toujours sur Ja Rule, et surtout des petites anecdotes qu'il y a eu entre temps, et ils se sont croisés plusieurs fois, il y a eu des bagarres, ça a été physique, et ce qui est fou, c'est qu'un jour, 50 était en studio, il enregistrait, et Ja Rule, avec Murder Inc., était aussi dans le même studio, mais c'est genre studio A, studio B, tu vois. Et il y en a un mec de Murder Inc. qui sort du studio et croise 50. Il retourne dans le studio de Murder Inc. Il dit, vous devinerez jamais qui est là. Il dit qui? 50 Cent, il est dans le studio d'à côté, les mecs. Non! Et là, ils sortent tous. Vous connaissez ces ambiances de studio où il n'y a pas que le rappeur, il y a tous les mecs du quartier. C'est ça. Ils sortent tous et s'en vont dans le studio où 50 Cent travaille. Ils éteignent la lumière et ils cassent tout. Et ce jour-là, 50 prend 3 coups de couteau. La rumeur, les bruits de couloir disent que c'était Black Child. Bon, il s'en cache pas. Donc c'est même plus des bruits de couloir. Voilà, c'est que c'est lui. Donc voilà. Mais ce qui est fou, c'est que donc 50 pisse le sang ce jour-là, et qu'il l'emmène à l'hôpital quelqu'un qui était dans le studio C, qui s'appelle Benzino, à qui appartient le magazine The Source à ce moment-là. Sauf que ce Benzino était en guerre avec Eminem. Il y a eu des morceaux l'un contre l'autre. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit, Eminem, c'est shady. Mais Aftermath, G-Unit, je boycotte. Je ne mets plus ces gens-là en couverture sur mon magazine. Et c'est là que Shady, Aftermath, G-Unit font un rapprochement avec le magazine concurrent XXL. Et tout ce qui sortait de Shady, Aftermath, G-Unit, couverture. Et XXL se sont dit, c'est le bon moment, c'est avec ça, on va exploser The Source. Parce que The Source, c'était devant en termes de magazine. Et eux, en étant avec Shady, Aftermath, G-Unit, qui contrôlait le rap game, ils ont réussi à passer devant The Source. Donc, le magazine The Source est en train de tomber à cause de 50, des embrouilles avec 50, tout ça. Mais ce jour-là, Benzino ramène 50 à l'hôpital. Parce que c'est l'humain qui a pris le dessus, là. Mais c'est fou. Parce que derrière ça, 50 continue à insulter Benzino. C'est fou. Mais voilà, pour la petite histoire, la petite anecdote. Après, lui dira, ouais, je l'ai sauvé et tout. Regardez comment il est, mais je l'ai sauvé ce jour-là. Mais bref, pour dire que tout ça, il y a plein d'histoires comme ça. Un jour, il se voit à Atlanta. Il y a un promoteur de concert qui fait la connerie de booker Ja Rule et 50 alors qu'ils se détestent. Après, il y a un des managers qui dit, mais tu sais qu'ils se détestent, tu sais que s'ils se croisent, ça va être n'importe quoi et tout. Ah ouais, j'essaie d'annuler trop tard. Les deux étaient déjà à Atlanta. Donc, il annule 50 Cent parce qu'à ce moment-là, Ja Rule est plus big. Là, je sais pas, on est en arrière. Donc, il annule 50 Cent, il garde Ja Rule. Mais les deux sont quand même dans la même ville. Et à un moment, ils demandent à se voir, mais genre, pour régler l'histoire, les deux clans disent, bon, ça suffit, vous deux. Réglez cette histoire une fois pour toutes. Parlez-vous. Les deux clans sont là. Et là, 50 Cent, il dit, bon, ok, mais on a des trucs intimes à se dire, donc on va s'éloigner, on se met un peu plus loin là-bas. Et les autres sont là, ils attendent, ils regardent. Et au loin, qu'est-ce que voient les autres? Ils voient 50 qui m'a accroché à Ja Rule. Et après, tout le monde vient et ça se bat, bagarre générale et tout ça, mais voilà. Il y a eu toutes ces choses-là entre le succès de Ja Rule et le succès de 50. Faut savoir que leur embrouille, elle est profonde. C'est-à-dire, Eminem, il peut reculer, sortir de ça parce que c'est pas personnel. Mais 50 et Ja Rule, ça devenait vraiment personnel. Il y a la chaîne qui a été arrachée. C'est pas du business, Voilà. Donc, voilà. On en est là. Lui, il se dit, blood in my eye. Ça suffit. Maintenant, je réponds. Et, peu importe. On n'est pas là en train de chercher le dernier tube R&B et tout. Là, il s'agit juste de mon honneur. Alors, le projet est beaucoup plus court. Il y a une dizaine de morceaux. Ouais, c'est très court. Voilà, tout est beaucoup plus sombre. Mais ça. C'est trop tard. Déjà, c'est trop tard. C'est trop tard. 50 est trop haut de toute façon. Et puis, honnêtement, les morceaux sur lesquels Ja Rule répond à 50, ils sont pas au niveau. Non. Il dit des choses trop évidentes.
il est pas bon là-dedans. Et puis comme on dit, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il a fait un album entre temps. Et il est touché. Voilà. Last Temptation, le fait que ça n'avait pas marché déjà au moment où tout est relatif. Hein, ouais, mais après il y a les investissements. Quand tu vends 1 million, mais que la maison de disques a investi pour que t'en vendes 5, ça va pas marcher. Tu vois. Mais et en plus avec la police sur le dos et tout ça. Bref, ils sortent ce projet. Il en ressort quand même Clapback qu'on va écouter tout de suite, qui est un très très gros morceau. Tuerie. Il y a un morceau très sombre avec Sizzla qui s'appelle The Crown qu'on va écouter aussi. Il y a des morceaux des beefs contre 50 Cent et tout. Maintenant, voilà, ses réponses sont pas assez bien. Je sais qu'à un moment il dit ouais, tu cries partout, tu t'es fait tirer dessus 9 fois. Les mecs se font tirer dessus tous les jours dans le hood. Non mais c'est mauvais. Enlève ta jupe et ouais. C'est évident, c'est évident et il est pas à la hauteur, même si voilà, il y a quelques morceaux cool dans le projet, mais c'est pas là qu'on va entendre Ja Rule. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le projet ne va pas spécialement vendre. Non, ça va pas marcher. Et Irv Gotti va dire à Ja Rule, faut qu'on retourne à ce qu'on sait faire de mieux, et ils vont sortir l'album Exodus. Rule. Rule, ouais, pardon. Où il y a ce fameux Wonderful avec R. Kelly et Ashanti. Et il y a New York aussi. Il y a New York qu'on écoutera plus tard. Mais il y a ce morceau avec R. Kelly et Ashanti où R. Kelly a fait une des plus belles phases de clip que j'ai vu quand il retire sa chaussure et la jette sur une meuf dans le couloir. À la base, devait y avoir, il y a une version que R. Kelly Ja Rule. Ok. Et ensuite, ils ont mis Ashanti dessus et c'était aussi sur un album qui fait juste des réponses, mais qui je pense qu'elle apporte rien à ce morceau-là. Et ce que j'aime en fait, R. Kelly, quand il y avait cette histoire de beef et puis il y avait la descente des flics à Def Jam et tout, R. Kelly il avait envoyé une phrase, il avait dit I'm still rolling with the murder inc. Tu vois, donc il a toujours supporté Ja Rule, il a toujours aimé Ja Rule. Donc je pense qu'il a voulu faire ça pour redonner en fait une crédibilité et quelque chose à Ja Rule. Après Ja Rule aussi, il a supporté R. Kelly. Et puis c'est un bon morceau. Quand il a eu ses problèmes de pédophilie. Il a sorti ensuite l'album Chocolate Factory. Où il y a Ja Rule dedans. Dessus, avec un super morceau qui s'appelle Been Around the World, où justement il parle un peu de leur problème de ne plus être aimé. Et se dire que il nous reste que nos fans à ce moment-là, les vrais fans. Donc voilà, ils ont quand même eu ce rapport, voilà, où ils se soutenaient les uns les autres. C'est ça. Mais en tout cas, avec Wonderful, ils reviennent à un truc, on fait le hit R&B. Mais c'est un hit. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est important de le dire que après Blood in My Eye, ok, on a répondu, ça a rien donné, ça a pas vendu, on retourne à nos affaires, faire du R&B, et finalement ils l'ont fait, et voilà, ça a mieux fonctionné. Il y avait le morceau New York dont tu parlais, qui a amené d'autres problèmes. Avec Jadakiss et Fat Joe. Parce que Fat Joe et Jadakiss sont montés sur le morceau et représentaient New York. Et 50 Cent a dit en gros, oui, tous les mecs qui rappent avec Ja Rule, ils sont en guerre avec moi. Bon, ce qui était un peu faux parce que sur le même album, il y a un morceau avec Trick Daddy. Il n'a jamais rien dit de Trick Daddy. Parce que Trick Daddy est complètement fou. Voilà. Un jour, on fera une spéciale avec Nico. Je sais que Nico adore. Ça c'est sûr et certain. Et Trick Daddy, c'est un mec complètement fou. C'est un peu Gucci Mane aujourd'hui. C'est ça. Donc, vaut mieux pas être un employé avec ce genre de mec. Et puis, s'il le savait. Il était chaud. Là, maintenant, on va parler de Ashanti. Cette chanteuse de R&B, parce que quand même, à force de dire à Ja Rule, oui, il faut qu'on aille vers le R&B, il fallait bien qu'il produise du R&B chez Exactement. Et donc, à la base, Ashanti a été signé, mais à la base, ils avaient pas jeté leur dévolu sur Ashanti. Ils voulaient Christina Milian. Parce que, il y avait eu ce morceau, Between Me and You. Et puis, Ja Rule était là aussi sur le premier album de Christina Milian. Et puis, l'alchimie fonctionnait plutôt bien entre les deux. Et ils ont voulu ramener Christina Milian à Murder Inc. Mais Christina Milian, elle a dû avoir peur, je pense, de ce côté un peu l'image que Murder Inc. avait, et elle a refusé, et elle a signé avec Def Soul, enfin c'est le côté R&B de Def Jam. Donc elle est partie ailleurs. Donc du coup, il leur manquait quelqu'un. Et avant qu'Ashanti arrive, faut voir un peu le parcours d'Ashanti. Ashanti, elle vient de la région de New York, pas de la ville, mais de la région. Elle a toujours chanté, et puis elle écumait en fait toutes les talent shows qu'il y avait. Faut savoir que c'est très important aux États-Unis. Il y en a beaucoup et tout le monde passe par là. C'est ce genre de concours un peu où, le gagnant a un prix, mais tous les gens qui font de la musique passent par là aux États-Unis. Voilà. Donc elle écumait les trucs comme ça dans tout New York jusqu'au jour où elle a réussi à avoir un contact pour aller chez Bad Boys, donc chez Puff Daddy, pour aller chanter et pour faire un essai chez Bad Boy. Donc elle va et elle chante devant Puff Daddy et Biggie.
parce que il me semble que c'était 96 je crois. Donc Biggie était encore là. Elle chante devant les deux. Puff Daddy lui dit ok, voilà ce qu'on va faire. Tu chantes bien. T'es encore jeune, parce que je crois qu'elle était encore adolescente. T'es encore jeune, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire un développement. Un peu comme il avait fait pour Usher, tu vois. Ouais. Je vais te faire un développement, et à la fin de ce développement, on va voir si on bosse ensemble ou si on bosse pas ensemble. Donc ils font leur truc. Au final, Puff Daddy n'est pas satisfait. C'est pas ce qu'il attendait. Ce qu'il avait vu, quand elle a chanté, elle avait interprété Reminisce de Mary J. Blige. D'ailleurs, elle est grande fan de Mary J. Blige, comme tout le monde de sa génération d'ailleurs. Elle avait essayé de rapporter un truc un peu hip-hop R&B comme Mary J. Blige, et c'est ce que Puff Daddy attendait. Ouais. Mais il l'a pas eu. Il a pas eu son truc, donc finalement, il l'a pas signé. Mais je sais pas les relations de Puff Daddy avec Irv Gotti, mais je sais que Puff Daddy et Ja Rule, ils sont potes. Donc si, même avec Irv Gotti. Bon. Après, Irv Gotti, c'est quelqu'un, je sais pas, aux États-Unis ils disent cocky. Le mot en français, il y a pas vraiment de mot, mais c'est quelqu'un qui a un peu grande gueule, machin, sans être méchant. Donc il arrive des moments où ils se prennent la tête, où ils se disent des trucs par interview interposée, mais ils se voient, ils se serrent la main, ils rigolent. D'accord. Voilà. Et donc du coup, Puff Daddy, il l'envoie, il lui dit écoute, va voir à Murder Inc. Je sais qu'il cherche quelqu'un. Va à Murder Inc. Elle fait un essai vocal devant Irv Gotti. Il lui dit ok. Alors voilà ce qu'on va faire. Nous, on cherche une fille. On cherche une fille qui sache chanter. Tu sais chanter, c'est parfait. On cherche une fille qui soit un peu sexy parce que on en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais ils ont Charlie Baltimore qui est très très thug et qui n'est pas sexy du tout. Donc, ils cherchent quelqu'un comme ça et quelqu'un qui sache écrire. Et Ashanti, elle écrit ses propres morceaux. Il lui dit voilà ce qu'on va faire. Je vais te prendre, mais tu vas commencer par écrire pour mes artistes. Donc que ce soit pour Charlie Baltimore ou je sais plus quel autre artiste, Black Child, je pense qu'elle a écrit pour lui aussi. Non, Black Child c'est trop tag, mais bon, je sais pas. En tout cas, elle a écrit pour Charlie Baltimore, il a dit OK, voilà, je vais faire ça. Et puis il a dit on va faire des tests et on va voir si le public t'aime bien. Donc il l'a placé sur plein de refrains. Tu vois, que ce soit, on a parlé d'Always on Time, il faut savoir qu'en même temps, Always on Time, il y avait What's Love avec Fat Joe. Ouais. Donc elle est présente sur ces deux refrains. Donc avec plein d'autres refrains qu'elle a fait avec Vita ou Big Pun. Mais elle a fait un refrain pour un morceau qui a pas marché, mais c'était pour Murder Inc. Un rappeur qui s'appelle Cadillacta. Avec Cadillacta aussi. Ils ont essayé de refaire un Always on Time. Mais ça a pas fonctionné du tout. Ça a pas fonctionné, mais en tout cas voilà, il la place. Il la place et il veut voir la réaction du public. Et avec Always on Time et avec What's Love, alors deux morceaux qui ont été extraordinaires et en plus qui sont sortis à je sais pas un mois d'intervalle max. C'était un raz-de-marée et tout le monde a dit waouh, Shanty c'est mortel. Faut savoir que c'était beaucoup plus adulte qu'une Christina Milian qui avait sorti son album l'année d'avant. Pourtant elles sont jeunes toutes les deux. Elles ont le même âge. Tu vois, ouais, elles ont un an de différence, donc elles ont le même âge, mais elle a une approche différente. Une maturité dans l'écriture. Voilà, exactement. Et donc du coup, ils ont bossé sur ce premier album qui s'appelle Ashanti d'ailleurs. Et c'est un album. Je vais encore faire le parallèle avec Christina Milian qui à la base devait être signé. C'est un album qui n'est pas du tout fait pour les adolescente en fait. C'est un album qui est très adulte et qui est très sombre parce qu'il y a ces prods Murder Inc. Ces prods qui ça respire un peu la rue ce premier album d'Ashanti et c'est pour ça que ça tout à l'heure tu parlais que What's Love ça parlait autant aux filles qu'aux garçons. Always on Time, pardon. Ouais. Ça parlait autant aux filles qu'aux garçons et en fait c'est ce qu'on retrouve dans cet album là, c'est-à-dire qu'il y a ce chant et il y a ces situations que les filles ont pu vivre et qui vont se sentir touchées. Tout le monde se reconnaît. Et il y a cette atmosphère totalement Murder Inc., totalement rap, où du coup les garçons vont se sentir aussi touchés et vont être happés directement par la sonorité. Et c'est ça ce premier album d'Ashanti qui a marqué une sorte de petite révolution. Oui, révolution énorme, mais petite révolution parce que faut savoir qu'en même temps, il y a la même année, il y a Emery et Nivea qui arrivent et ça n'a rien à voir avec les deux. Et elle les écrase, mais à plat de couture parce que cet album et à ce jour, c'est son plus gros hit à ce fameux Foolish. Ouais. Foolish qui est qui a l'instru de One More Chance de Biggie. Qu'elle ne voulait pas chanter à la base. Qu'elle ne voulait pas chanter. Alors, exactement. Lui ramène l'instru, dit tu vas faire une chanson sur ça. Elle dit mais attends, c'est un truc de rap, c'est un truc de Biggie. Tu vas faire une chanson sur ça. Mais ça, c'est les techniques de Puff Daddy, ça, en vrai. C'est ça. Il faut savoir que Irv Gotti, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de Bad Boy, Death Row, Rough Rider. Il a pris tout ça et il a fait c'est ce qu'on ressent dans Murder Inc. Donc voilà. Et là,
il lui dit, il faut que tu chantes sur ça. Elle voulait pas. Elle dit, mais il y a même pas les claviers, rajoute des trucs, rends le plus R&B. Non, faut que tu chantes sur ça, comme ça. Elle voulait pas et elle l'a fait finalement. Le morceau est rentré numéro 1 direct. C'est son plus grand hit et ça a été un album qui est très très bon, mais il faut pas rester sur ce Foolish ou Happy aussi, qui a été un gros morceau. On peut croire que son deux titres qui représentent cet album, on dit ouais, elle a une petite voix et c'est pas forcément extraordinaire. L'album termine par un morceau qui s'appelle Thank You, où dedans, elle monte toute la puissance de sa voix. C'est-à-dire qu'il y a l'instru est minimaliste dans ce morceau-là. Okay. Et elle monte toute la puissance de sa voix, donc faut écouter tout l'album, il y a 17 morceaux, faut écouter tout l'album pour se rendre compte le talent qu'a Ashanti, en dehors du fait qu'elle écrive ses propres paroles. Hein. Ouais. Parce que c'est très rare dans le R&B. À l'époque, c'était très rare. Aujourd'hui, ça allait un peu moins, les gens écrivent un peu plus, et c'est peut-être ça le problème. C'est rare quand même, hein. Ça, c'est de plus en plus présent, et c'est peut-être ça le problème pour le R&B, mais c'est pas le sujet. Et donc, du coup, en fait, tout le monde est surpris. Cet album, ça a été un raz-de-marée. Elle a tout gagné, que ce soit les Grammy, Billboard, l'American Music Award. Moi, j'ai un DVD où on voit. C'est Hip Hop Honey, je connais. Non, on voit Irv Gotti. Irv Gotti qui est à Paris. Ouais. Dans une espèce de limousine. Et il demande de ce qu'on mette la radio. Et le mec lui dit, quelle radio vous voulez? Il dit, mettez-moi une radio hip-hop R&B. Et il met Ado FM. Au moment où il joue Ashanti Foolish. Et là, il prend son téléphone, il appelle Ashanti, qui est à New York. Il dit, je suis en France, peu importe le décalage horaire, je sais pas quelle heure il est chez toi, mais écoute, c'est la radio. Et là, et lui, il est content. Et tu vois, il est en train de découvrir que ça sort des États-Unis, quoi. Ouais. Foolish, c'est sorti des États-Unis. En plus, il est tombé sur la bonne radio, parce que à l'époque, Ado, c'était R&B à la mort. Hein. Le matraqué. Ah ouais, mais ils ont eu raison, parce que c'est un titre incroyable, c'est son plus gros hit, et même, on avait été à son concert, toi et moi, on avait été à son concert, et même elle l'a dit, avant de le faire, elle a dit, ouais, c'est mon plus gros hit, je vais vous le faire, et puis ça a été une réaction incroyable dans la salle. Mais moi, ce que j'aime encore plus dans cet album, c'est qu'il y a eu Always on Time, mais il y a le Always on Time partout. Le Always. Le Living, pardon. Avec une instru un peu différente, mais ça reste très R&B, et c'est elle qui maintient tout le disque de faire ça. Tout à l'heure, on parlait de Wonderful. Elle a une version solo de Wonderful aussi sur un de ses albums. Oui. Qui est magnifique. Là, du coup, sur Declaration, il me semble. Là, elle sert à quelque chose. Ouais, là, elle sert à quelque chose. Oui, parce que j'avais dit qu'elle servait pas à grand chose sur I Wonder, ce qui est vrai. Ouais, c'est juste des réponses. Voilà, c'est ça. Et donc, cet album sort en 2002. Ça a été un vrai raz-de-marée. Et on se dit, putain, il y a une vraie meuf R&B qui vient d'arriver, qui est beaucoup plus adulte qu'une Christina Milian, qui est beaucoup plus talentueuse vocalement qu'une Nivea, parce que Nivea, sa grande force, c'était quand même l'écriture de The Dream derrière, et qui est beaucoup plus complète qu'une Emery. C'est-à-dire que tu prends les qualités de chacune des trois, tu mets, et puis c'est non négligeable, elle est aussi très sexy. Et ça joue vachement. Moi, je trouve pas au début, hein. Moi, j'ai commencé à l'aimer beaucoup plus tard. Alors, justement, je vais enchaîner sur le deuxième album. Un petit défaut, moi, je ne dirais pas lequel. C'est le nez. Non. C'est quoi? Non, je te dirais en antenne, les gens vont dire, pour qui se prend. Bon, d'accord. Alors, je vais arriver sur le deuxième album où, du coup, l'image a changé et ce côté sexy s'est encore plus révélé. Donc, le deuxième album, il s'appelle Chapter 2. Ouais. Et ce premier, là, ça commence à me parler. Avec, donc, le single Walk With You, où elle est sur la plage, elle est en bikini. Oh, baby. Sur un éléphant. Parce qu'il faut voir ça. Elle est en bikini sur un éléphant. Entre l'éléphant et l'hippopotame. Entre l'hippopotame et l'éléphant. Ah, c'était l'hippopotame. C'est l'éléphant. J'ai vu la vidéo, il y a un mec qui a touté, là. Voilà. Alors, pour comprendre, écoutez l'émission avec Sadek. Voilà, on avait eu ce truc-là. Bon, bref, dans le clip, en fait, elle devient beaucoup plus femme. Ouais. Tu vois. En même temps, elle a grandi. Il y a du temps qui est passé. Oui, voilà. Pas tant que ça. Il y a eu 1 an qui est passé, hein. Ah, ça suffit, hein. La puberté et tout. Enfin bref, elle est beaucoup plus fan et elle assume beaucoup plus ce côté femme, ce côté sexy. Donc, il y a ce morceau Rock With You qui est vraiment superbe. Elle est sur la plage, de belles images. Ouais. Elle est sur un éléphant. Et l'éléphant, à un moment donné, shoot dans une balle de foot. Oh merde. Ouais. Donc, je sais pas s'il y a un match de foot éléphant qui a été organisé, mais il y a ça. Mais ce qu'il faut surtout voir dans cet album, c'est au-delà du fait d'avoir une maturité physique et même au niveau de l'écriture, c'est que cet album ne ressemble en rien
au premier album. Il est beaucoup plus abouti musicalement. C'est-à-dire que tout à l'heure, je sais plus c'était en antenne ou en antenne, qu'on parlait du côté funk des morceaux et qui du coup était intemporel, qui vieillissait bien. Et ben en fait c'est ça cet album, c'est qu'il y a un côté funky. Il y a le morceau I Found Loving ou le morceau Break Up to Make Up qu'on va écouter tout à l'heure, qui est clairement funky, qui est clairement funky. Et du coup ça change complètement la donne. C'est-à-dire que de ce côté un peu street, elle est passée à un côté, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais un côté beaucoup plus mainstream pour toucher plus de gens, mais avec une qualité vraiment forte, une qualité Murdering de l'époque, j'ai envie de te dire. Et ça marche. Le seul problème qu'il y a pu avoir sur cet album, c'est que c'est en plein dans l'affaire avec le FBI de Murdering. Et donc du coup, l'album, même s'il a une bonne réception critique, le public a un peu quelque chose contre Murdering et se disent, vas-y, les artistes Murdering avec leur histoire de drogue, moi je vais pas y toucher. Et c'est ça le souci de cet album, qui est pour moi je pense que c'est son meilleur album. Chapter 2. Il est plus complet, il est un peu long parce qu'il y a 20 morceaux, donc c'est un peu long à écouter en une fois, mais musicalement c'est beaucoup plus travaillé, lyricalement c'est super bien travaillé, puis il y a un morceau que j'aime, il y a un morceau je rêve qu'une femme me le chante, c'est le morceau I Don't Mind, où elle a une voix suave, elle force pas trop, tu vois, c'est suave, c'est sexy, et elle déclare son amour et son attirance sexuelle pour un garçon qu'elle aime pour de vrai, tu vois. Et moi, ça me touche, tu vois. C'est mon plus grand. C'est toi. J'aurais aimé que ce soit moi. Et c'est-à-dire que j'attends. Si un jour une fille me chante ça, j'ai dit, allez, c'est bon. Tiens, viens. On va tout de suite à la mairie. On va tout de suite à l'église. Après, on va en voyage de noces où tu veux. Si tu m'as chanté cette chanson. Vous avez entendu, les filles? Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour Hubert. Et je parlais de ce côté plus femme. Il y a le morceau qui est peut-être le morceau le plus fort d'Ashanti dedans. C'est ce morceau Rain on Me, où elle parle de violence conjugale. D'ailleurs, faut savoir que un clip super sombre. Il faut savoir que derrière, Ashanti, elle s'est engagée dans ces associations pour violence conjugale. D'ailleurs, elle s'est engagée dans plein de choses. Faut savoir qu'elle est très philanthrope, Ashanti, puisque à chaque fois qu'il y a des drames ou des événements de catastrophes naturelles, comme pour le hurricane Katrina, comme pour le tsunami en Asie, elle à chaque fois elle participe, elle donne énormément et elle donne de l'argent et elle donne de son temps. Donc c'est une fille qui est engagée dans plein de choses et qui a le cœur sur la main. C'est peut-être pour ça que j'ai une affection particulière aussi pour elle, parce que c'est une femme qui est proche des gens. Et pour l'avoir, entre guillemets, je vais faire mon driver, pour l'avoir rencontré une fois à Houston, j'étais parti pour interviewer James Harden, voilà, vous pouvez retrouver sur Ocam Télé. Je vois. Elle était là. Et en fait, elle était là, et Ashanti, même si c'est plus la star d'avant, ça reste quand même quelqu'un qui a marqué le R&B. Et quand tu parles de R&B féminin des années 2000, si tu parles pas d'Ashanti, tu fais mal ton boulot. Elle était là, et elle était super accessible. C'est-à-dire que elle prenait des photos avec les gens qui voulaient, elle parlait, même si elle te connaissait pas, elle était souriante. C'est-à-dire qu'elle faisait pas la tronche, elle était souriante, elle était contente de pouvoir parler avec des gens. Et voilà, après c'est une expérience personnelle et j'aime beaucoup cette fille. Bon bref, ce deuxième album reste le meilleur. Il y a eu ses problèmes malheureusement avec Murdering, mais ça reste le meilleur. Et puis je vous ai parlé de I Don't Mind, mais il y a un morceau qui est très sensuel qui s'appelle où je pense que j'ai pas besoin d'expliquer de quoi ça parle. Ça parle de faire la cuisine. Bref, ça c'est très très fort. Il y a eu ensuite un album de Noël qui a été bof, qui était pas extraordinaire. Et faut voir qu'aux États-Unis, les albums de Noël, c'est surtout pour les chanteurs, les chanteuses R&B, c'est quelque chose qui est traditionnel. Il faut le faire. Si t'as pas fait ton album de Noël, c'est bizarre, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y a une fille, une artiste, l'une des plus grandes, qui a fait l'album de Noël de légende. Et depuis, tout le monde se base sur cet album-là et personne n'arrive à la hauteur. Donc je parle évidemment de l'album de Noël de Mariah Carey, qui est le meilleur du monde. D'ailleurs, je vais aller la voir à Bercy et chanter les chansons de Noël. Je vais la regarder droit dans les yeux. Je All I want for Christmas is you. C'est mignon. Donc voilà. Ensuite, je pense que ça reste le seul album. Enfin, les deux premiers albums d'Ashanti sont ceux qui ont vraiment changer un peu l'image du R&B et surtout montrer ce qu'elle a été capable de faire, parce que par la suite les albums sont bien, tu vois. Je vais prendre l'album qui vient juste après, Concrète Rose, qui reste dans cette mouvance un peu funky mais qui n'apporte rien de nouveau, même s'il y a ce morceau, c'est le morceau You, Only You, pardon, c'est le morceau Only You qui est très pop rock. Ça a pris, hein, ça a marché. Mais moi, j'ai toujours détesté cette chanson. Mais je me rends compte que moi j'aime beaucoup parce qu'il fallait oser le faire.
Tu sors d'un album qui est très mélodieux, très funky, et t'arrives avec un morceau avec de la guitare électrique, très rock. C'est ça qui est bien depuis ce que tu dis, depuis tout à l'heure ce que tu dis, et tout ce qui est bien, c'est qu'en fait chaque album elle change. Là. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est sur chaque album, presque chaque album, parce que tu vas voir qu'après The Declaration, il y a rien qu'à changer, mais sur chaque album, soit elle change, soit elle rajoute un petit truc de nouveau, parce qu'au final, Concrete Rose, il a rien à envier à Chapter 2, il est même un cran en dessous, il garde cette musicalité, mais il a un cran en dessous. À vrai dire, hormis ce morceau Only You, il y a rien de vraiment exceptionnel, tu vois. Même Turn It Up avec Ja Rule, qui peut être bien, mais ça touche pas. Et au final, cet album, tu vas l'écouter, mais tu vas pas le garder. Un peu comme The Declaration, qui est son dernier album chez Murder Inc. Parce qu'après, il y a eu des trucs avec Irv Gotti qui a dit que oui, on était plus sur la même longueur d'onde. Je pense qu'il était temps pour elle de... Non, mais bruit de couloir, surtout qu'il paraît qu'il a tartiné à Ashanti, Irv Gotti. Voilà. C'est-à-dire que la phrase de Booba quand il dit je repeins de blanc le cul d'Ashanti, je pense que ça a déjà été fait. Non, mais c'est ce qui est étrange, c'est que il a vu cette fille petite, tu vois, quand il a signé sur le label, elle était encore adolescente, je crois. Voilà, bon, j'avoue qu'en grandissant, c'est devenu quelque chose. Oui. Mais arrête, fais pas ça. Voilà, fais pas ça. Mais il y a eu ça, et puis bon après, ils ont couché ensemble. Elle, je pense qu'elle s'attendait à une véritable histoire, et c'est pas arrivé. Et puis il y a eu, j'ai eu plein d'histoires. Il y a des histoires avec Nelly aussi. Elle est sortie, elle est sortie avec Nelly. Bien sûr. Ben Nelly est sur The Declaration, puisque ce morceau Body on Me. Ouais. Avec Akon, mais elle est sortie avec Nelly et pendant longtemps, hein. Et à un moment, Nelly, il a fait un clip, il a mis Ashanti dedans. Ouais. Je crois que c'est Switch. Et non, mais c'est que Irv Gotti est venu, il a dit, vous m'enlevez toutes les images de Ashanti. Vous m'avez demandé la permission. Et pendant un moment, il était en bif avec Nelly. Irv Gotti et Nelly étaient en bif. Finalement, ils ont calmé ça. Il dit, vas-y, c'est ta meuf. Mais pendant un moment, Irv Gotti et Ashanti ne s'entendaient tellement pas qui est parti foutre la merde dans sa relation avec Nelly, quoi. Ouais. C'était, après, Irv Gotti, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un, des fois, il parle, il s'emporte, il va trop loin, et il a dit, comme ça, dans une interview, des trucs louches sur Ashanti, où les gens ont compris qu'ils avaient peut-être couché ensemble. Et c'était mauvais pour Ashanti aussi. C'est clair. C'est de la mauvaise image, parce qu'elle avait pas cette image malgré le fait d'avoir cette image un peu sexy, suave, elle avait pas cette image de... Elle était propre. Voilà, elle était propre. Alors, je fais ce comparatif avec Christina Milian, qui on a tout de suite associé certaines choses, que ce soit avec Nick Cannon ou d'autres trucs, et bon, c'est un peu dommage. Et elle a jamais eu cette image-là, Ashanti. Tu vois, elle avait ce côté sensuel, mais elle avait encore ce côté un peu street, qui était par rapport à Murder Inc. Et personne lui prêtait des histoires ou des aventures à droite à gauche. Et là, de savoir qu'elle aurait couché avec son producteur, c'est bizarre. Et mine de rien, ça a touché ses fans. Oui, ça a touché les fans d'Ashanti, et c'est pour ça qu'après, que ce soit Concrete Rose ou même The Declaration, qui sont de bons albums, n'ont pas eu le succès qu'on attendait, et ça a amené aussi la fin de chez Murder Inc. Où au-delà du fait que ça s'entendait plus avec Irv Gotti, il a dit écoute, au niveau financier là, ça y est, je rentre plus dans mes frais, donc ça sert. Non mais de toute façon, ça sert plus à rien. Irv Gotti, Murder Inc., tout ça, c'était tellement dans une mauvaise vibration que ils s'embrouillaient avec leurs artistes, c'était chaud. Tu sais, une anecdote comme ça, pareil. Un jour, Irv Gotti reçoit un coup de fil d'un journaliste qui est en train de faire un papier sur Jennifer Lopez. Et il lui dit, ouais, il paraît que I'm Real, la chanson, elle parle de Puff Daddy. Est-ce que toi, Irv Gotti, qui a fait la musique, tu peux confirmer? Parce qu'elle nous dit que non. La réponse d'Irv Gotti, c'était, elle ment cette pute. Bien sûr que ça parle de Puff Daddy. Et en fait, juste avant, ils s'étaient embrouillés parce que ils avaient fait le morceau Helen Funny. De Jennifer Lopez sur ce sample de Craig Mack là, voilà, avec Ja Rule et Kadilakta. Et en fait, partout c'était crédité Ja Rule, featuring Ja Rule, mais pas Kadilakta. Et lui voulait lancer Kadilakta sur Murder Inc., donc il avait besoin qu'il soit crédité. Il s'est embrouillé avec le manager de Jennifer Lopez et tout ça. Ouais, pourquoi il est pas crédité? Et le manager de Jennifer Lopez dit, nous, on a besoin que ça sonne comme un nouveau I'm Real, donc on met que Ja Rule. Après, ton rappeur, il est dessus, c'est bien pour lui. Et tout. Et lui, ça l'a énervé. Et juste après, il reçoit ce coup de fil du journaliste. Donc, il a dit, cette pute, elle ment et tout ça. Sauf que ça a été répété qu'il a dit, cette pute, elle ment. Ça a été écrit comme ça. Et là, Jennifer Lopez, elle a appelé Irv Gotti. On travaille plus ensemble, ça. Il a perdu un business. Aujourd'hui, il le regrette, tout ça. Il dit, j'étais con. Tout ça. Pareil, lui, c'était le DJ Jay-Z. Et quand il y a le beef entre Jay-Z et Nas, qu'est-ce qu'il fait, Irv Gotti?
il fait un morceau featuring Nas, Ja Rule featuring Nas. Le morceau s'appelle The Pledge avec Ashanti au refrain sur un sample de Tupac. Et surtout, il veut signer Nas à ce moment-là. Mais Nas a été signé. Non, il a pas sorti d'album. Non, il a pas signé. À la dernière minute, il a dit finalement non. Mais à un moment, c'était annoncé comme quoi c'était bon. Parce qu'il y avait eu, je me souviens, ce concert avec la présentation qui devait être les 3 grosses têtes de Murdering, donc avec Ja Rule, Ashanti et Nas, et ils étaient sur scène ensemble. Mais il avait pas signé. Ah, moi je crois qu'il avait signé. Ils ont fait The Pledge, le morceau, et il l'a annoncé comme nouveau membre de Murdering. C'est pour ça que tout le monde s'est dit c'était bon. Et je pense que tout le monde a parlé à Nas, fait pas ça, et finalement il a pas signé. Mais Jay-Z se rappellera que, t'étais mon DJ, t'es parti du côté de Nas, et aujourd'hui il reconnaît, il dit, j'ai déconné sur 2 choses dans ma carrière, sur Jennifer Lopez et Jay-Z, j'ai merdé, si c'était à refaire, je referais pas ça de la même façon. Ah bah tu m'étonnes. Ou alors vraiment signer Nas. Quoi que ça aurait pas rapporté d'argent. Ouais. Enfin, je sais pas. Nas était dans une vibe aussi bizarre à ce moment-là. Bon, comme toujours en vrai. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Je finis juste avec The Declaration, donc, qui est son dernier album chez Murder Inc. Il y a un morceau vraiment qui m'a beaucoup touché, c'est le morceau The Way That I Love You, avec un clip extraordinaire où elle aime tellement son homme. Et elle pousse sur cette chanson. Elle le tue. En fait, dans le clip, elle le tue parce que elle supporte pas l'idée qu'il puisse être avec une autre femme ou regarder une autre femme ou quoi que ce soit. Il dit I know that you never love me the way that I love you. Et en fait, elle le tue dans le clip. C'est une façon de voir les choses. Oui, non mais je ne vous le conseille pas. Alors, je n'incite personne à faire ça. Attention, ne c'est pas très bien. Oui. Mais d'ailleurs, Jhené Aiko, elle fait ça aussi dans un clip, de Worst, où elle tue et après elle se fait un sandwich au beurre de cacahuète avec le couteau dans lequel elle a planté. Beurre de cacahuète, carrément. Non mais non. Ouais, bien sûr. Il y a les concepts des clips maintenant. Et en fait, monsieur, elle mange son sandwich et il y a la police qui arrive en même temps. Normal. Ouais. Enfin bref, ne faites pas ça chez vous. Ni ailleurs d'ailleurs. Bref, ce morceau est très très fort et c'est le morceau le plus fort de Declaration. On sent que c'est la fin de chez Murder Inc. Encore une fois, l'album n'est pas mauvais. Il n'y a pas de mauvais album de. Moi c'est ça mon problème, Ashanti. Je suis incapable de dire j'aime cet album. Pour moi, il y a des chansons, mais il n'y a jamais de grands albums. Il y a pas, elle a pas d'album classique. Moi je te dis, Chapter 2, je pense que c'est son meilleur album, mais c'est pas un classique. Je le pense aussi. C'est pas un classique. Sans que l'album soit fou, quoi. Voilà, c'est pas du tout un classique. Ça restera le problème de sa carrière de pas avoir fait l'album ultra classique. Mais bon, elle a eu une bonne carrière là, elle fait ses trucs en indé, Braveheart c'était un bon album, enfin bon bref, on n'est pas là pour la suite de sa carrière, mais... Et puis surtout, elle est très sexy aujourd'hui. Alors... Et ça c'est pas donné à tout le monde. Quand on vieillit, homme comme femme, on se laisse aller, et elle, je trouve qu'elle est de mieux en mieux. Absolument. Et on peut rappeler qu'elle a peut-être les plus belles cuisses du R&B. Magnifique cuisse. Voilà, on a envie de mordre dedans, mais ça ce sera pour une autre émission, je pense. Donc Ashanti, elle a beaucoup servi à Murder Inc. C'était une tête d'affiche juste en dessous de Ja Rule. Et peut-être même au même titre que Ja Rule quand elle est arrivée avec son premier album Ashanti. Ouais, non, mais après, Ja Rule, parce que c'est juste après, Pain Is Love. Ja Rule, c'est au-dessus quand même. Mais oui, juste après, c'est Ashanti, bien sûr. Elle a marqué, et ça a fait l'histoire de Murder Inc. Tout simplement. De retour, Roulike Driver spécial Murder Inc. On a écouté 3 morceaux d'Ashanti. Maintenant, on reste dans la catégorie R&B parce qu'ils ont réussi à scorer encore une fois avec Lloyd. Lloyd, c'est un mec d'Atlanta, même s'il est né à Nouvelle-Orléans et qu'il a un peu grandi. Et ensuite, il a déménagé à Atlanta. C'est ce genre de mec tressé, un peu avec un délire West Coast, tout ça, avec une voix un peu fluette pour un homme, tout ça. Mais par contre, une voix très très reconnaissable. Oui. Voilà. Ils ont décidé de le signer et ça a très vite marché avec le premier single qui est sorti un petit peu avant l'album qui s'appelle Southside, qui était directement qui était le nom de l'album aussi. Voilà, mais qui était un duo directement avec Ashanti. Tu vois, ils reprennent les bonnes vieilles formules. Il y a eu Always on Time de Ja Rule qui présentait Ashanti sur l'album de Ja Rule. Hop, direct ils ont enchaîné. Là ils se sont dit bon, on va faire un peu dans l'autre sens, on va ramener Ashanti qui est déjà en place, on va la mettre en feat sur il était présent sur le 3e album d'Ashanti, Lloyd. Je sais plus le nom du titre, mais il était présent sur Concrete Rose. Ouais, mais il était déjà, c'était après le premier album de Lloyd. Oui, exact, c'était après Southside. Ouais, c'est vrai. Lloyd non, c'est vrai, t'as raison. Connu. Donc voilà, ils sortent Southside, ça prend tout de suite. Et c'est nouveau, et surtout, ce que j'aime, c'est que Irv Gotti s'est pas mis en avant en tant que producteur. C'est peut-être ce qui a tué des albums d'Ashanti, ce qui fait que les albums d'Ashanti sont pas classiques, c'est que Irv Gotti, qui est quand même très hip-hop,
il prenait beaucoup de place au niveau des productions d'albums d'Ashanti, et sur Lloyd moins. Donc c'était un peu mieux. Je trouve que le premier album de Lloyd, c'est pas une tuerie non plus, mais il y a des bons morceaux, et ça va nous amener sur un deuxième album qui lui est une tuerie, mais c'est vraiment particulier parce que j'ai vu une interview de Lloyd que je n'arrive plus à retrouver, une interview vidéo où il pleure à la fin dans cette interview là. Donc c'est longtemps après. C'est pas étonnant. Longtemps après les histoires de son passage chez Murder Inc. Chez Murder Inc. il sort 3 albums. Ok. Le premier est travaillé. Le deuxième, il faut savoir que il tombe vraiment dans la mauvaise période avec la police, les fédéraux qui sont sur eux. Voilà. Et en fait, il est toujours signé chez Murder Inc. The Inc. Précis. Et mais il n'y a pas de boulot de fait dessus, et il se débrouille tout seul. Ouais. Et il, dans cette interview, il se rappelle ça, et il en pleure. Il dit que il appelait Irv Gotti, il disait aide-moi à faire cet album et tout ça. Et Irv Gotti ne le calculait pas. Des fois, il répondait même pas au téléphone. Et il a ce single qui s'appelle You, qui est devenu un hit. C'est un hit. Featuring Lil Wayne. Ouais. Il raconte dedans que il a sorti son propre argent pour payer Lil Wayne, pour qu'il vienne sur ce morceau, qu'il a lui-même payé une boîte de promo indépendante pour mettre la chanson en radio et en télé et tout ça, et qu'au final ça a marché. Il dit s'il faisait pas ça, il y avait rien. Ouais. Et c'était la fin de sa vie. Et il dit, lui, il a sauvé sa propre vie en faisant ça, et en repensant à tout ça, il en avait les larmes aux yeux. Même pas aux yeux, ça coulait. Il pleurait clairement. Il disait que Murder Inc. l'a laissé. Et lui, il faut savoir qu'il est très jeune quand il est là-bas. Ah, bien sûr. Et il a tout fait ça de lui-même et tout. Et déjà que j'aimais beaucoup le deuxième album, mais en apprenant ça, je l'ai encore plus aimé. Et You, qui est un hit imparable, tu te dis putain, le mec il a tout orchestré lui-même, il a payé lui-même et tout, alors qu'il est signé sur un label, il est pas censé dépenser d'argent, c'est le label qui doit payer. Et là je me dis non, quand même faut respecter ce mec-là. Donc de toute façon on va écouter Southside, on va écouter You. Et comme ça vous verrez bien que You c'est moi mon préféré ça reste le troisième album, le troisième Love. Le troisième était cool, mais moi je préfère le deuxième, mais c'était un bon album aussi. Je trouve de toute façon meilleur que le premier aussi. Oui. Mais le premier, on sent l'essai. Ouais, il cherchait. Ouais, il cherchait. Après, il s'est trouvé, et surtout il y a Lil Wayne encore. Ouais. Ça y est, c'est devenu son pote. C'est ça. Il l'appelle. Il vient à moitié prix. Voilà. Donc il y a pas de souci. Mais c'était un bel album. Il y a une balade qui s'appelle The Year of Lover qui est magnifique sur le troisième album. Et il y a le morceau Street Love sur le troisième album qui est extraordinaire. De retour, Roule avec Driver, spécial Murder Inc. On vous a parlé de Ja Rule, qui a pris la plus grande place. Ouais. On vous a parlé d'Ashanti, qui était juste derrière en lieutenant. On vous a parlé, bien sûr, de Irv Gotti, qui est ce producteur, qui est celui qui a eu la vision. On vous a parlé de Lloyd, ce chanteur de R&B qui a dû se débrouiller par lui-même parce qu'il l'a signé finalement à la mauvaise période. C'est clair. Chez Murder Inc. Après, il y a des gens qui sont oubliés comme Cadillacta. On parle de lui, on parlait tout au long de l'émission. Mais en fait, il a jamais sorti d'album là-bas. Black Child, qui était peut-être la base de tout ça. Mais pareil, qui a jamais sorti d'album là-bas, qui est plus connu pour ses coups de couteau. Et Charlie Baltimore, qui est la dernière petite amie en date du Notorious Big, le célèbre Notorious Big, qui était connu pour ça, qui était signé sur le label Un, qui était le label de l'associé de Biggie avec lequel ils ont fait Junior Mafia, qui a jamais sorti d'album là-bas. Murder Inc. se disent, elle a jamais sorti d'album alors qu'elle est forte et tout, on va la signer. Et finalement, elle a fait des featuring sur les albums de Ja Rule et toute l'équipe de Murder Inc. Mais ça a jamais pris. Ça a jamais pris. C'est Ja Rule qui lui écrivait ses textes. Possible. Elle a toujours eu des ghostwriters. Ouais. À l'époque, Jay-Z écrivait pour elle avant qu'elle soit chez Murder Inc. Biggie, bien sûr. Donc voilà. Elle a jamais pu sortir d'album. Il y a Vita, dont on parle depuis tout à l'heure, qui n'a pas pu sortir d'album non plus. Pourtant, elle est là depuis le départ. Depuis le début. Elle est là avant Ashanti. C'est clair. Et malheureusement, elle n'a pas pu sortir d'album. Donc, pour se quitter, j'aimerais qu'on écoute un morceau de Vita qui est clippé, qui est tiré de la compilation de Murderers. Le morceau s'appelle Vita, Vita, Vita. Tout simplement. Et
Ce morceau de Ja Rule featuring Jadakiss et Fat Joe quand même, qui est un grand morceau produit par Cool and Dre. Le morceau s'appelle New York et il est magnifique et le morceau a marché. Et comme j'ai l'habitude de dire, quand tu fais un morceau qui porte le nom d'une ville ou d'une région et que tu arrives à le vendre dans tout le pays ou voire dans le monde, c'est que t'as fait fort. C'est clair. Et là, je pense à California Love, je pense à The Empire State of Mind de Jay-Z, avec Alicia Keys. Welcome to Atlanta. Welcome to Atlanta, tout ça. À un moment, t'arrives à faire numéro 1. Tu vends ta chanson de ta ville à quelqu'un qui n'est pas de ta ville. Bravo. Franchement fort. Voilà. Donc, voilà. Et, le bilan, en gros, sur ce label, c'est que Irv Gotti, après une longue pause, a décidé de relancer le label. Avec que des jeunes. Il a sorti une mixtape un peu avec plein de jeunes, que des nouveaux noms et tout. Et il pense qu'il a de quoi faire pour. Et il s'est lancé dans le cinéma aussi. Là, il produit une série qui passe en ce moment sur BET qui s'appelle Tale. D'accord. Qui est avec un très bon concept. Il prend un titre mythique d'un morceau de rap américain et ils en font un épisode. Oh, mortel. Par exemple, ils ont fait Fuck the Police de NWA. Ils ont fait un épisode où surtout avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis où les policiers tirent sur les noirs à vue, ils ont dit on va inverser le truc, les policiers sont noirs, ils tirent sur des blancs pour que les gens voient la réflexion et qu'ils puissent comprendre ce qu'on ressent nous. Et j'ai vu l'épisode parce ça passe sur BET France. D'accord. Donc j'ai vu l'épisode et c'est vrai que c'était très poignant et ils prennent à chaque fois un titre de film comme ça, un titre de morceau de rap et ils en font un épisode et tout et c'est vraiment bien foutu. Donc voilà le futur de Murder Inc. Ja Rule a dit plusieurs fois qu'il ressortirait des albums. Il y a eu un Pain is Love 2 qui était affreux. Horrible. Et il a dit qu'il ressortirait un album pour boucler la boucle et finalement il l'a jamais fait. Il a dit non, finalement j'ai pas besoin de le faire. Il y a eu cette histoire de sortir Miroir là à un moment donné où il y avait un morceau avec Lil Wayne qui était plutôt pas mal mais c'est il est parti en prison. Cool. Il est parti en prison puis c'est jamais sorti. Et Pain is Love 2 c'est à mettre à la poubelle tout de suite. Voilà, donc apparemment Ja Rule a arrêté. Je dis apparemment parce qu'on connaît les rappeurs, ils arrêtent et ils reviennent. Donc voilà, Shanti fait ses affaires en indépendant. Il y a un nouvel album qui devrait arriver. Je rappelle que l'album Braveheart qui est sorti il y a 2 ans, elle est en indé maintenant, qui est sorti il y a 3 ans maintenant, Braveheart. C'est un bon album, c'est un bon retour après pratiquement 8 ans d'absence. Et un nouvel album va arriver dans pas longtemps et ça reste pas mal. Tu vois, ça reste du bon R&B. Voilà. Donc c'est cool en gros. Lloyd aussi en indépendant a sorti un super EP là. Et il continue voilà, tout le monde continue un peu son chemin. En tout cas, c'était pour redonner quelques lettres de noblesse quand même parce qu'ils ont fait des choses en tout cas en termes de hit, c'était énorme. Quand je vois finalement ce que Nelly allait faire après, Ja Rule l'avait fait un petit peu avant, ce que Drake fait aujourd'hui, Ja Rule l'avait fait aussi un petit peu avant, même si après c'est décliné et c'est fait d'une autre façon, mais voilà, en tout cas, ils ont été importants au moins dans le Billboard, dans les charts. Voilà.